Bienvenue dans ce nouvel épisode du Shadowscast, le podcast de la plateforme Shadows. Nous vous avions promis, après la petite pause du début d'année, de reprendre l'émission sur un rythme effréné et nous voici déjà de retour, le sourire aux lèvres et la tronçonneuse au bout du bras. Attention, dans cette émission, nous allons allègrement croiser les effluves pour faire référence à l'un des films préférés de notre invité, car le sujet de cette émission est inextricablement lié au vécu de vos hôtes, moi-même Laurent Duroche donc, mais aussi Aurélien Zimmerman, le GOAT des co-hosts. En effet, nous dédions cette émission à Mad Movies, le magazine culte français, acteur fondateur de la reconnaissance du cinéma de genre dans l'Hexagone, qui a fêté ses 50 ans en 2022 et qui nous prépare pour la fin du mois un bel événement sur lequel nous allons bien sûr revenir. Et pour parler de ce sujet qui nous est cher, Aurélien, qui donc nous accompagne. Bonjour, je suis le go-host en fait. Ouais, exactement, le ghost, voilà, le fantôme. Ghost. Ouais, bon, en fait, tu es translucide. Donc effectivement, aujourd'hui, on parle pas d'une thématique filmique, mais d'un magazine qui s'appelle Mad Movies. Et donc on reçoit son rédacteur en chef, Fausto Fazulo. Salut Fausto. Salut Aurélien Zimmerman. Je l'ai mal prononcé? Non, pas du tout. Non, je me moquais de Laurent pour en souvenir de notre ancienne complicité quant à la prononciation de ton nom de famille. Voilà. Et oui, on a tous un historique plus ou moins gros chez Mad Movies. On se connaît, autant le dire très clairement. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de faire un stage là-bas de 6 mois en 2019. Donc, je vous remercie encore pour cette opportunité. Et moi, j'ai eu la chance de faire un stage de 15 ans. Et Fausto, tu es rédac chef du magazine. J'ai aussi fait un stage chez Mad Movies en 2003. Ça remonte à avant. Moi, j'ai pas fait de stage. Tu peux te présenter et donner ton historique un peu Mad et ce que c'est pour toi Mad Movies. Ah bah écoute, justement, commençons par 2003. Moi, j'ai fait un stage chez Mad Movies en 2003, en décembre 2003 plus précisément, pile au moment où Le Retour du Roi sortait. J'ai fait ce stage-là dans le cadre de mon cursus universitaire, qui était un cursus un peu bizarroïde, qui s'appelait Art Communication Langage, qui mélangeait en fait des études d'histoire de l'art avec des études de com, avec des trucs un peu nuls comme la PNL, ce genre de trucs. Il y avait aussi du montage et en fait ce cursus avait quand même un intérêt, c'est qu'il proposait, il nous était demandé de réaliser un stage en entreprise. Donc moi je sortais d'une école de cinéma. Enfin, je sortais, toute proportion gardée, je sortais de la première année en fait, parce que j'ai pas été au bout du cursus, l'ESRA pour pas la nommer, que j'ai quitté parce que je me retrouvais pas vraiment en fait dans l'enseignement qui était proposé, et de fait, je me suis engagé à la fac parce que c'était gratuit. Donc voilà, ça permettait d'économiser un peu d'argent, surtout après avoir déboursé pas mal dans une école privée. Et j'ai suivi ce cursus, et en DUG, donc en seconde année, j'ai fait un stage en 2003 chez Mad Movies. Stage qui relevait plus de l'observation que de la participation, on va dire. Mais j'ai pu rencontrer tous les acteurs principaux de la rédaction de l'époque. Damien Granger était rédacteur en chef. Il y avait Stéphane Moïsakis, Yannick Dahan, Julien Dupuis, Arnaud Bordas en tant que secrétaire de rédaction. Fatih Bédiard, Julien Cévéon, enfin tous les usual suspects de la fin des années 90, début 2000. Le stage s'est bien passé, en tout cas j'ai été sage et sympathique, je pense que c'est pour ça que ça s'est bien passé, mais bon, j'ai pas fait grand chose. Je crois que j'avais un peu travaillé sur de la recherche iconographique sur des notules, les notules lunaires, voilà, c'est un peu tout. Notule lunaire qui a été, on peut le dire, un peu la légendaire rubrique de news du début du magazine. C'est ça, exactement. Et puis j'ai gardé le contact avec la rédaction, mais de manière très naturelle et absolument pas intéressée, parce que je me projetais pas du tout dans une activité presse en vérité. Moi j'ai toujours voulu écrire, mais plutôt écrire de la fiction qu'écrire sur le cinéma, mais bon, en même temps de toute façon ça reste de l'écriture et puis de la réflexion et bref, en fait un été, vu que j'étais niçois et que je passais mes vacances à Paris, donc c'est-à-dire que moi je faisais exactement l'inverse des gens qui descendent dans le sud, moi je montais dans le nord, je suis passé à la rédaction, j'avais été boire un café avec Arnaud Bordas à l'époque, et il m'avait dit t'as pas vu l'annonce, on cherche un SR, machin, etc. Parce que moi, je veux plus être secrétaire de rédaction. Enfin, je veux plus. Voilà, j'arrête le secrétaire de rédaction et je me concentre sur des activités de rédacteur, à Mad, entre autres. Et j'ai fait, non, j'ai pas vu la petite annonce, en fait. J'avais pas vu. Ils avaient passé ça dans le courrier des lecteurs. Et il me dit, je sais pas, ça t'intéresse, tu veux pas peut-être passer le test et tout. J'ai fait, ouais, pourquoi pas. Et je crois que peut-être 15 jours après, je suis remonté à Paris, j'ai fait un essai de correction de texte, c'était pas ouf. Et
alors je vais pas dire qui ils m'ont fait corriger, mais c'était pas ouf. C'était un peu dur quand même. C'est un film décrypté, ça je me souviens. Et ils m'ont filé un autre texte et c'était beaucoup mieux. Enfin en tout cas c'était ce que m'avait dit Arnaud à l'époque. Et très vite ils m'ont dit bon ben écoute, t'as la culture, apparemment tu te débrouilles pas trop mal en français. Ok, allons-y quoi. Puis j'ai signé mon CDI c'était, je me souviens, le 13 septembre 2004. Et donc j'ai commencé en tant que secrétaire de rédaction. Est-ce qu'on peut expliquer peut-être ce que c'est la différence peut-être entre un rédacteur, un secrétaire de rédaction et un rédacteur chef? Le secrétaire de rédaction, c'est vraiment le maillon entre la rédaction en chef et les pigistes, les rédacteurs. C'est à la fois quelqu'un qui travaille de manière très, très proche en fait, du rédacteur en chef, qui est là au bureau, physiquement présent, avec qui le rédacteur en chef échange souvent, et qui en fait assure le suivi des commandes de texte, récupère les textes, corrige les textes, file parfois un coup de main sur l'icono, ça arrive, peut être aussi chef de rubrique. Moi je ne l'ai pas été immédiatement, mais après Damien Granger m'avait confié les clés de la rubrique vidéo. Donc voilà, en fait c'est des responsabilités qui sont quand même assez importantes, qui apprennent beaucoup sur le métier, et je pense que Laurent pourrait en témoigner aussi, parce qu'en fait on voit tout vraiment de l'intérieur, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus au fait de toutes les difficultés que rencontre le rédacteur en chef et une rédaction de manière générale qu'un autre rédacteur qui passerait de manière sporadique dans les bureaux, voilà, quand bien même il aurait, on va dire, comment dirais-je, une ancienneté plus importante. En fait, quand on est SR, sur 6 mois, donc SR, pardon, secrétaire de rédaction, sur 6 mois, on a vu parfaitement comment se passait l'organisation d'une rédaction, et on voit le travail quotidien d'un magazine, quoi. Et le rédacteur en chef, du coup, il fait quoi? Et le rédacteur en chef, lui, c'est celui qui choisit les sujets, qui les attribue, qui choisit les visuels de couve, qui choisit aussi en grosse partie, même parfois totalement, l'icono, et voilà, qui impulse des idées, une direction, une ligne, un ton aussi, qui retoque quand ça lui convient pas, et qui s'assure en fait de la bonne couleur du titre, surtout quand c'est un titre qui a une histoire comme Mad Movies, où là on doit être quand même, on est, qu'on le veuille ou non, en fait le ou les garants d'une image, d'une histoire, d'un héritage, et en fait il faut le respecter. Après on peut le faire un petit peu dévier et imprimer sa patte à un moment ou à un autre, mais faut le faire, je pense, sur des titres historiques comme ça, de manière très précautionneuse en fait. Et quand on est en plus rédac chef d'un magazine de cinéma, il y a aussi une part importante que moi je t'ai vu faire très longtemps, c'est le lien avec les distributeurs. Ah oui, il y a cette partie-là. C'est vrai que je parlais juste du lien avec l'équipe, mais oui, il y a tout le côté, effectivement, appeler les attachés de presse, se renseigner sur les projections de presse, même si le secrétaire de rédaction aussi peut s'occuper de ça en partie, enfin du moins il vient aussi en soutien, et quand il a des infos, évidemment qu'il les communique, puisque parfois il peut y avoir à un moment une information qui arrive au secrétaire de rédaction et en premier et pas au rédacteur en chef pour X raisons. Mais oui, il y a toute la partie aussi. Parce que le choix d'une couve découle souvent de longues tractations aussi avec les distributeurs pour dire accès au talent, accès au film, etc. Quoi. Et après, oui, voilà, il y a des comment dirais-je, des affinités, des complicités aussi qui finissent par se créer avec des attachés de presse avec lesquels on travaille pendant longtemps, qui parfois eux peuvent avoir aussi une spécialité, celle de l'accompagnement de tel genre de film. Voilà, il y a parfois il y a eu des attachés de presse qui par exemple étaient spécialisés dans l'accompagnement de réalisateurs asiatiques, donc forcément quand c'était des films asiatiques de genre, c'était souvent vers nous qu'on se tournait. Donc oui, il y a toutes ces discussions pour obtenir des interviews, certes, mais obtenir le bon créneau aussi. Quand on te propose 5 minutes, faut dire non, donc il faut un peu plus. Et en plus, nous, on a plutôt tendance à demander des longs créneaux d'interview. Donc on vient toujours un peu emmerder le monde avec nos créneaux de 3/4 d'heure, sur des talents qui parfois ont encore moins de temps. Donc c'est des discussions, c'est parfois même un petit peu de friction, mais globalement, ça s'est toujours bien passé. De toute façon... Il faut monter au créneau. Je veux dire, tous les magazines montent au créneau pour obtenir ce dont ils ont besoin. Je veux dire, c'est le jeu aussi, quoi. C'est le jeu, et en plus, c'est vrai que moi, c'est une véritable évolution que j'ai constatée avec les années. C'est-à-dire que ça n'a jamais été aussi difficile qu'aujourd'hui, parce qu'en fait, avant, non pas que ça nous tombait tout cru dans le bec, mais il y avait quand même des habitudes chez les attachés de presse, chez certains attachés de presse, de nous appeler pour nous proposer des talents. Tiens, il y a ce film-là qui va sortir, il y a tel réal qui va passer en France, ou tel réal qui est dans tel festival. Est-ce que ça t'intéresse ? Aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est encore le cas, mais infiniment moins qu'avant. La presse papier, oui, a un statut quand même différent, quoi. Ouais, puis il y a eu aussi un gros turnover chez les attachés de presse. Mm. Il y a eu aussi un changement de mentalité chez les attachés de presse. Il y a effectivement comment dirais-je, le déclin progressif de la presse papier, l'importance des réseaux sociaux, des influenceurs, ce qui fait que parfois la presse papier, aux yeux de certains attachés de presse, arrive un peu en second. Et c'est vrai que quand on a par exemple des attachés de presse juniors, c'est-à-dire qui sont sur le marché du travail, enfin ils sont pas sur le marché du travail, pardon, ils travaillent depuis 4-5 ans ou 6 ans, il y a une culture de la presse écrite qui est moindre. Donc en fait, on parle quand même à des gens qui connaissent Mad Movies, mais un peu de loin. Alors que quand on parle à des attachés de presse qui discutaient déjà avec les précédents rédacteurs en chef de Mad Movies dans les années 80, il y a naturellement un historique, un lien qui s'est fait et qui nous permet de ne plus avoir réexpliqué quelle est la ligne du magazine, pourquoi on a besoin d'autant de temps, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Ouais, non, c'est bien parce que du coup, déjà, on a quand même un petit peu parcouru l'historique, l'évolution de la presse et de la place de Mad sur laquelle on va revenir. Mais avant, je voulais aussi que tu évoques tes autres activités qui sont multiples. Qu'est-ce que tu veux, Laurent? Tout, je te dis tout ce que tu veux. Mes autres activités, alors, oui, parce que... Au sein de Custom Publishing, donc, qui est la société éditrice de Mad Movies, il y a un autre magazine qui est le mec bébé. n'est pas rédac chef d'un seul magazine. Voilà, tant qu'à faire. Mais c'est arrivé progressivement, en fait, tout ça, parce que c'est vrai qu'au début, 80% de mon activité de l'histoire de mon activité professionnelle, c'est Mad Movies quand même. Et puis il y a après, eu en plus les spin-offs de Mad Movies. Il y a eu, on a relancé Impact. Je dis on parce que tu faisais partie de l'équipe. On a relancé Impact sous 4 formules différentes, je crois. Le magazine donc, sur le cinéma d'action, le thriller, le polar, etc. Après, il y a eu Mad Asia aussi, brièvement. Il y a eu Mad Asia, effectivement, dont Julien Sévéon s'est occupé. Moi, j'étais aussi rédacteur en chef de Mad à l'époque. Toi, tu faisais la correction. Tu étais aussi secrétaire de rédaction sur Mad Asia. Il y a eu les hors-séries dont la périodicité, en fait, s'est largement accélérée ces dernières années. Parce que à une époque, c'est 2 par an et puis maintenant, c'est 1 tous les 2 mois. C'est ça, voilà. Donc maintenant, c'est un autre magazine, littéralement. Il y a eu aussi une activité Internet quand même très, très soutenue à un moment à laquelle tu as participé, parce que tu avais repris la semaine Cinémad après Rurik, donc uniquement en voix off. Donc à un moment, on produisait deux vidéos par semaine minimum. En plus des magazines. En plus des magazines. Donc il y avait Panoramad et la semaine Cinémad. Donc en fait, il y a eu, on a longtemps été en surchauffe, mais il y avait juste Mad Movies. Donc effectivement, il y a eu ça, toutes les déclinaisons. Et puis, c'est un peu comme tout, c'est-à-dire qu'il y a un moment, tu finis par faire un peu le tour de la question. Et moi, ça m'amusait en fait de réfléchir à un autre magazine qui ne soit pas un magazine de cinéma. Donc j'ai proposé à Gérard Cohen, donc éditeur, le fondateur et directeur de Custom Publishing France, un magazine sur le manga, mais sur comment dirais-je, qui serait un petit peu le magazine, la revue que moi j'aurais adoré trouver et lire, et qui en fait aurait la même exigence que les magazines de cinéma avec des entretiens fleuves, enfin faire quelque chose en fait qui soit comment dirais-je, à destination d'un public plutôt adulte et avec une approche résolument sérieuse et investigatrice de la culture manga. Et c'est comme ça, en fait, qu'en 2017, je lui ai proposé ce concept de revue trimestrielle sur le manga qui s'appelle Atome, voilà. Et dont j'ai aussi été secrétaire de rédaction. Et dont tu as été aussi secrétaire de rédaction et rédacteur aussi. Tu as fait quelques interviews aussi d'ailleurs. Et l'avantage chez Custom Publishing, en fait, et même l'avantage avec Gérard Cohen, c'est qu'en fait, on peut à peu près tout lui proposer. À partir du moment où le business plan il se tient à peu près, où le budget d'épi ne va pas flamber, où il y a un potentiel de pub, il est toujours plutôt OK. Donc là, en l'occurrence, même si lui, il connaissait absolument rien au manga, il a plutôt signé. Et puis, c'est vrai que tout s'est fait assez rapidement. Moi, je lui ai simplement dit, en fait, que ce type de revue-là ne pouvait exister qu'à une seule condition, c'est qu'il y ait des voyages au Japon pour rencontrer les auteurs, parce que les auteurs japonais, en fait, se déplacent assez rarement, voire pas du tout. Et de fait... Donc, tu y vas combien de fois par an 4 fois, même si mes autres activités, qu'on évoquera peut-être un peu après, maintenant me font voyager quasiment 5 à 6 fois par an.
Mais voilà, puis c'était aussi pour moi l'idée de me ventiler un petit peu l'esprit, de faire quelque chose que j'ai jamais pu vraiment faire avec Matt. C'est vraiment de l'investigation, c'est du terrain, parce que par exemple, ça aussi c'est quelque chose qui a beaucoup changé. Avant, Matt allait souvent sur les tournages, sur les plateaux, était régulièrement, peut-être pas, mais dans une année, il y avait au moins 3-4 invitations de cette visite, de trucs comme ça. Et ça a drastiquement diminué. Alors là, Moi, ça a diminué. Toi, je suis resté à 15 ans à Matt, j'en ai fait un ou peut-être 2, je crois. Ouais, t'avais été voir quoi, toi, déjà Jumbo. Oui, c'est vrai, ouais. En Belgique, non, ou Luxembourg Au Luxembourg. Ouais. Et l'autre, je me rappelle même pas. Je crois, si je me demande même si c'est pas le seule visite que j'ai fait. Alors qu'à une époque, il y a des visites aux US. Enfin, il y avait des trucs on de avait fou été dans les sur, années 90. on avait été sur. Oui, bien sûr. Je me souviens. Enfin, on avait fait plein de trucs. Sunshine de Danny Boyle, par exemple. Dans les plus récents, le remake de Cimetière. Il y avait eu la Nonne 2, non? Il n'y a pas eu Gilles Esposito, était pas allé. Il y avait le Halloween de David Gordon Green, aussi, le premier. Ouais. Et en fait, tout s'est arrêté. Tout a changé après le Covid, en fait. Ouais. C'est que là, il n'y a plus de cette visite. Ou beaucoup moins, et puis ils se sont rendus compte que finalement ça servait plus à grand chose de dépenser de l'argent pour faire venir des journalistes sur les plateaux. Donc en fait moi ce qui me plaisait aussi avec Atome, c'était de partir et c'était de rencontrer des artistes dans leur atelier, enfin voilà quoi, d'aller vraiment sur le terrain pour discuter avec des gens en plus que personne n'interroge. Donc en cela, c'est vrai qu'Atome c'est un peu une anomalie d'une certaine manière. Et c'était même au Japon, pour eux, c'est pas du tout habituel comme exercice. Oui, très peu. Très peu. Ils n'ont vraiment pas l'habitude de parler à la presse. Ça dépend des auteurs, mais globalement, c'est assez rare. Et alors, à la presse étrangère, encore moins. Ouais. Et du coup, Atome t'a amené vers une troisième casquette. Oui, qui est la casquette, effectivement, Angoumoisine, enfin, Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, où là, ça s'est passé de manière aussi assez naturelle. En année 2 de la création d'Atome, j'ai été voir le directeur artistique du festival d'Angoulême, que je connaissais un petit peu de loin, que je fréquentais pas ni personnellement ni trop professionnellement, mais que je connaissais, et je lui dis mais vous ne cherchez pas un partenaire presse pour tout le volet manga du festival? Et il m'a dit si, ça tombe bien, justement on cherche un partenaire presse, et on a donc scellé un accord entre Atome et le festival d'Angoulême, et dans cet accord en fait figurait ma participation au festival en tant que modérateur et organisateur des rencontres sur la scène manga du festival d'Angoulême. Donc j'ai pendant plusieurs années éditorialisé la scène, c'est-à-dire j'ai programmé les rencontres et je les ai toutes animées pendant, je crois, 2-3 ans. Et on avait un petit stand Atome présent sur le festival. Et puis maintenant, tu es directeur artistique de la partie voilà, asiatique. Et puis en fait, il y a eu, comme d'habitude, dans toutes les institutions, organisations, un turnover, c'est-à-dire des gens qui quittent leur boulot pour embrasser d'autres horizons professionnels. Et puis en fait, en 2021... c'est ça, en 2021, j'ai été contacté par le festival pour reprendre la direction artistique sur l'Asie. Les tractations ont été assez longues parce qu'il y avait une complexité d'ordre contractuel, sachant que j'étais lié à Custom Publishing en CDI en tant que rédacteur en chef de 2 revues. C'était un petit peu compliqué d'avoir des activités assez chronophages, et puis voilà, même c'était de toute façon, vraiment contractuellement complexe. On a fini par trouver un terrain d'entente, et j'ai fini par enfiler le costume de directeur artistique sur l'Asie au Festival d'Angoulême. Ce qui a donc renforcé tes liens avec l'Asie, tes voyages, tes prises de contact. Tout à fait. Ce qui a intensifié en fait mon activité avec le Japon, tout en compartimentant de la manière la plus déontologique qui soit, parce que je ne veux pas non plus, même si ça finit toujours par t'aider naturellement en fait, d'avoir un poste à responsabilité dans le plus grand festival de bande dessinée au monde, quand à côté tu as une revue sur le manga. Mais voilà, j'ai toujours fait très attention de ne pas tout mélanger et de ne pas brouiller non plus les cartes. C'est vraiment un truc qui me... Voilà, j'aime bien être clean, quoi. C'est pareil sur MAD, je veux pas... on peut avoir des complicités, on peut avoir effectivement peut-être des facilités parce qu'on connaît bien les gens, mais c'est vrai que cette espèce de mélange des genres parfois me dérange chez certaines personnes, et je refuse d'être pareil, même si après des fois c'est difficile, mais voilà.
T'as du mal des fois à équilibrer la partie Mad Movies et Atome. Est-ce que quand il faut voir un film ou lire un manga, comment tu fais le choix? Ben non, c'est plus une question de moment en fait. En réalité, c'est vrai que quand je suis en phase de retranscription, bouclage d'Atome, j'ai moins de temps pour Mad Movies, donc moins de temps pour aller en projection, tout ça, etc. Faut dire que tu as pas une implication, mais la mécanique des deux magazines est très différente. Ah ouais, en fait. très différente. Ouais. Sur Mad, c'est vraiment l'équipe que tu connais sur le bout des doigts. Mad, il y a une équipe. Atome, il n'y en a quasiment pas. Ouais, en voilà. fait, la vérité, c'est ça. C'est-à-dire que Atome, c'est des gens qui sont très bien et très compétents, mais que je sollicite une fois tous les 3 mois et qui, comment dirais-je, ont des activités parallèles, ont des activités principales en vérité. Et Atome est plutôt une activité hyper annexe. Donc, moi, il faut déjà que je puisse les convaincre de participer à Atome, alors qu'eux, ils n'ont pas forcément le temps parce qu'ils bossent tous, soit en qualité de journaliste ailleurs, soit en qualité font d'autres tafs, de programmateurs, traducteurs, voilà. Donc en fait, ta question est intéressante. Mais c'est vrai que les deux mécaniques sont quand même assez différentes. On va dire que je priorise quand il y a vraiment des urgences. Donc, parce que Atome, c'est 80% de l'interview. Ouais. Les interviews, c'est 95%, c'est toi qui les mènes au Japon ou en France. Ouais. Donc de toute manière, de facto, une énorme partie du magazine provient de ton travail directement. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça, c'est vrai que après, il y a aussi, on est tous des êtres humains, donc parfois il y a des semaines où j'arrive pas à te sortir une retranscription. Tu vois, je suis là avec mon casque sur les oreilles. J'ai vu. Tu vois, t'es là. Parfois, tu t'écris un chapeau. Donc c'est la rampe de lancement d'un texte, quoi. C'est le premier paragraphe pour grossir un peu le trait. Et parfois, tu peux passer 2 heures là-dessus. T'es là, t'arrives pas. Donc, c'est des questions de moment, en fait, d'énergie. On pourrait faire un podcast entier sur ta carrière, en fait. On s'en aperçoit. Non, pas pardon, parce que au contraire, moi, je la connais par cœur, parce que oui, ça c'est certain. Je sais plus, 15, 16, 17 ans à peu près, bossé à Custom Publishing en tant que secrétaire de rédaction. T'as assisté à tout, en fait. Atome, et en étant journaliste, etc. Donc, puis du coup, j'ai vu en effet la façon dont Atome a grossi, a pris une importance. Et donc, c'est un sacerdoce, hein, mais ce qui est génial, c'est que aussi que tu as réussi à vraiment marier 2 de tes passions, que tu as réussi aussi ce que moi j'ai vu de l'intérieur, c'est à les guider avec la même intégrité dans la façon d'approcher le sujet, et ce que tout le monde ne fait pas forcément. Je veux dire, le manga a une importance commerciale en France, et qui a une importance commerciale qui a plutôt tendance à gommer les aspects que toi tu avais envie de mettre en avant dans le magazine. C'est vrai. Et donc c'est ça qui a fait, comme tu le disais, toute la singularité du titre, et qui fait qu'aujourd'hui il est ultra légitime, et en fait il est devenu légitime très vite, Atome. C'est ça qui est assez impressionnant, parce qu'on va reparler de l'importance de l'évolution de Mad Movies, qui existe donc depuis plus de 50 ans, mais j'ai envie de dire que Atome, c'est devenu le Mad Movies du manga en 2 ans quasiment, tu vois. Oui, c'est pas faux. En tout cas, effectivement, parce qu'il y avait une place pour le coup qui n'était occupée par personne. Oui, tout à fait. C'était un peu d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai été voir Gérard avec ce projet, quoi, en lui disant, écoute, ce serait quand même dommage de laisser passer l'occasion de créer un beau titre sur une culture qui est assez puissante, qui par ailleurs partage, en tout cas en France, des points communs avec la culture de genre, quoi. Notamment cet aspect un petit peu contre-culturel qu'aujourd'hui le manga a peut-être un petit peu moins. Par ailleurs, le genre aussi a un peu moins, parce que c'est devenu maintenant de la culture de masse, c'est très admise et très présente en fait. Sur tous les canaux dits mainstream, quoi. Mais voilà, ça a été longtemps mal vu que de lire du manga, comme ça a été mal vu de jouer aux jeux vidéo, de jouer aux jeux de rôle et de regarder des films fantastiques. Donc en fait, c'est des cultures qui sont quand même assez jumelles, ouais. Comme ça a été mal vu de lire Mad Movies, puisque pendant très longtemps on voyait fleurir les histoires de gens qui allaient acheter leur Mad Movies et qui s'amusaient à effrayer les buralistes avec les couvertures dans le bus et tout, dans le métro. Tout ça, voilà. Donc ce qui nous ramène donc à Mad Movies. Donc Mad Movies, créé en 1972 par Jean-Pierre Peuters, notre père à tous. Voilà. Et c'était donc à l'origine un fanzine qu'il imprimait lui-même chez lui, dans sa cuisine ou sa salle de bain, je ne sais plus, et qu'il a professionnalisé 10 ans après, en 82, avec un premier numéro en kiosque,
et c'était bimestriel. Ouais. Et c'est un succès qui est venu assez vite. C'est pas le tout premier magazine du Non. genre, puisque l'écran fantastique est né 1 ou 2 ans avant, je crois. L'écran fantastique est plus vieux, effectivement. Et mais Puis il y a Mad- eu Midi Minuit il y a eu Fantastique Midi aussi. Minuit Fantastique avant, bien sûr. Mais Mad Movies, c'est vraiment distingué très très vite par le ton du magazine. Et ça, c'est quelque chose que chaque rédacteur en chef, y compris, a tenu à faire vivre. Comment tu le définis, toi, ce ton? Je pense que c'est un ton qui est un peu qui oscille entre la causticité, l'ironie, le sérieux. Enfin, en fait, c'est parler avec comment dirais-je, une certaine c'est allier en fait peut-être parfois la légèreté du ton avec le sérieux de l'approche. C'est-à-dire en fait parler très sérieusement de films, traiter très sérieusement des films qui ne sont pas traités sérieusement par d'autres magazines, mais aussi en fait s'autoriser un petit peu de distance humoristique, ironique, un peu de cynisme aussi, quoi. Enfin, c'est cette approche qui est encore une fois très sérieuse, mais qui n'hésite pas à prendre un petit peu de hauteur. Et je pense que c'est quelque chose que tous les rédacteurs en chef ont imprimé à des degrés plus ou moins visibles. Moi, on m'a quand même fait le reproche parfois que Mad Movies était devenu beaucoup plus sérieux en fait, avec moi aux manettes. Mais en vérité, c'est plus une question de cycle, je pense, et aussi de films qui nous sont proposés. Il y a des fois où on n'a pas forcément envie de se marrer en étrillant une bouse qui en fait nous a pas vraiment fait rire. Donc en fait le truc c'est que moi j'ai pas non plus envie de forcer le ton en fait. Bien sûr. Forcer le ton, forcer le trait, c'est-à-dire exagérer le côté mad dans notre style parce que en fait on se doit d'être les garants les garants d'un tradition. certain esprit. Oui, puis ça peut être difficile quand tu découvres le magazine aujourd'hui, si tu l'ouvres et qu'il y a plein de private jokes que t'as pas ou quoi. Ça peut être aussi des fois un peu rebutant, donc c'est cool de Mais rester... ça, c'est intéressant que tu dises ça parce que c'est vrai que c'est une question aussi que je me suis beaucoup posée, c'est-à-dire en fait quel est le point en fait de captation d'un nouveau lecteur et quel est le point en fait qui va te faire d'une certaine manière te séparer de ce même lecteur-là, c'est-à-dire comment en fait on peut à la fois en fait en faire un de nos amis et un de nos complices immédiats sans trop non plus l'exclure parce qu'on aura une sorte d'esprit d'écriture un peu opaque où il n'arrivera pas à comprendre à qui on fait référence, pourquoi on a écrit ça. Qui est Bernard Le Fourmilier. Quel private joke on est en train de filer au fur et à mesure des numéros. Donc c'est pas simple. Et c'est vrai qu'il y a eu des périodes de maths qui étaient peut-être un peu moins marrantes. Probablement, mais en même temps je trouve qu'on a toujours réussi quand même à conserver un certain esprit, comme je disais, entre causticité et sérieux, entre exigence on va dire et une certaine forme de légèreté. Moi le secret, excuse-moi, pour moi vraiment le secret de Mad, et c'est ce qui m'a fait aimer Mad quand je l'ai découvert, d'ailleurs je pense qu'on va parler de notre découverte de Mad Movies et la tienne aussi d'ailleurs Fausto, mais c'est surtout c'était se donner cette impression que avant de découvrir Mad, et c'était surtout vrai à mon époque et à la team aussi Fausto quand il n'y avait pas encore Internet et les réseaux sociaux, c'était qu'on avait un amour du cinéma fantastique, qu'on n'avait pas forcément dans notre cercle immédiat des gens avec qui partager cet amour. Que quand moi j'ai découvert Mad Movies, j'ai eu l'impression de découvrir des potes qui avaient ce même amour que moi, qui avaient en plus une connaissance qui m'apportait un éclairage, et tout en le faisant sur un ton de discussion avec un pote et non pas sur un ton de quelqu'un qui sait mieux que moi et qui va me l'enseigner sur un ton professoral. Et pour moi, c'est vraiment ce qui a fait que ça a été un coup de foudre immédiat à la toute première lecture et que je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et du coup, aujourd'hui, quand tu découvres Mad Movies, le truc c'est que l'accès au film, etc., il est instantané. Moi, quand je découvrais Mad Movies et ça parlait de film, je voyais des photos, je me disais putain, mais quand est-ce que je vais pouvoir voir ce film? Et tu guettais l'arrivée du film en salle, en VHS, etc. Il y avait zéro piratage, ça n'existait pas. Et c'était vraiment une relation totalement différente parce que du coup, le magazine était le point d'entrée qui te donnait l'accès à un univers vaste, mais cet accès finalement se méritait. Et aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Donc voilà, le magazine a dû lui aussi évoluer avec cette donnée qui est très importante, mais a toujours, pour moi en tout cas, ce ton de on est vraiment avec des gens qui partagent la même passion que nous et qui la partagent ouvertement comme si on faisait partie de leur cercle. Voilà, c'est ce qui pour moi caractérise vraiment ce ton. Oui, non, mais c'est exactement ça. Hein. C'est un partage honnête et sincère, sans, comment dirais-je,
prétention, c'est pas le terme exact, mais en fait sans condescendance vis-à-vis de des potentielles carences d'un lecteur. Au contraire, l'idée, c'est pas de l'exclure en lui disant comment ça, tu connais pas tel film de Mario Bava, tel film de Terence Fisher. C'est l'inverse, c'est essayer de le faire pénétrer dans un univers, si en tout cas il lit la revue pour la première fois, de la manière la plus, non pas douce, parce que nous ne sommes pas doux du tout, mais de la manière la plus amicale qui soit, en fait. C'est vraiment une invitation, je pense. Oui, c'est ce que j'ai toujours aimé chez Mad, tu l'as très bien dit Laurent, mais c'est aussi que tu peux retrouver en couverture à une époque en tout cas peut-être des Marvel ou des Dark Knight, tout ça je me souviens, donc des blockbusters américains, et le numéro d'après ça va être un petit film d'horreur ouais. Et puis surtout que vous avez envie de défendre et tout. Et puis moi je me rappelle quand j'y bossais, c'était qu'on avait souvent des retours de lecteurs qui disaient un blockbuster en cours, j'achèterais pas, et nous on se disait toujours en fait, ce n'est qu'une fraction du contenu du magazine. C'est 10 pages du magazine. Voilà, le reste des 100 pages qui te restent, il y aura fatalement quelque chose qui est Mad et qui a toujours été dans le magazine et qui va te plaire. Enfin, ça me dépassait un petit peu. Bien sûr. Et puis surtout qu'on mettait parfois ce type de film-là à contre-cœur en couverture. Enfin, tu as assisté à des discussions où parfois on était là à se retrouver à poil parce qu'il n'y avait strictement rien. Durant cette période où c'était pas encore l'avènement des plateformes, donc il n'y avait même pas des espèces de contre-propositions de genre très fortes qu'on peut trouver parfois sur les plateformes, ou en tout cas qui permettent de se raccrocher un peu aux branches quand on a une actualité sale, anémique, quoi. Donc on était là en pleine période effectivement de films de super-héros, on en aimait 1 sur 5. C'était très très compliqué. En plus, très souvent on avait accès à très peu de talent concernant justement ces productions-là. Donc on devait réfléchir à des espèces de dossiers, parfois des dossiers un peu déclinistes aussi. C'était une période un peu étrange, mais de toute façon ça fonctionne par cycle, c'est le propre du cinéma. Donc voilà, là maintenant on est sorti enfin de cette période de cinéma super-héroïque. Ça ne veut pas dire que c'est forcément mieux, mais bon, en tout cas... des propositions un peu plus diverses. Voilà, il y a des propositions un peu plus diverses. Et puis c'est vrai que les plateformes, quand bien même ne proposent pas toujours des trucs qui sont à la hauteur, sont quand même là et nous permettent de pouvoir réfléchir à des dossiers qui vont se raccrocher à une sortie justement VOD, SVOD, et qui vont nous permettre ensuite de dérouler un dossier thématique et réfléchir à des propositions qui sont peut-être plus en phase avec ce qu'on est profondément. Ça t'arrive des fois de regretter des choix de couverture ou des choix de dossier après coup ou... Non, jamais. Ouais. Je me rappelle même de couverture où 2 mois après on voyait le film et que tout le monde s'accordait à dire que c'était une bouse, et nous les premiers à dire on a tenté, ça tu t'en fous. Non, ça tu t'en fous, tu vois, c'est franchement de toute façon, le truc c'est qu'en fait, à partir du moment où tu boucles le numéro, 3 jours après, t'es déjà sur le sommaire du suivant. Donc si tu commences en fait à ruminer en disant genre oh putain fais chier, merde, j'aurais pas dû mettre ça en couve, tout ça, etc. Non, on a l'habitude. Mais par ailleurs, Mad de tout temps a mis des films mauvais en couverture, j'ai envie de dire. Enfin, du moins s'est aperçu un peu plus tard que le film n'était pas bon. Et c'est comme ça. Je me rappelle de la légendaire couverture Independence Day qui écrit attention film catastrophe. Ouais. Mais là pour le coup c'était vraiment volontaire. C'était aussi la couverture de Daredevil aussi, où il y avait une mauvaise critique du film proposé à l'intérieur du magazine, alors que le film faisait la couverture, quoi. Donc donc toi tu arrives en 2006. 2006 rédaction en chef, 2004 SR. Voilà. Et c'est donc à peu près à cette période où tu découvres Mad Movies. Exactement. Mais avant toi, Fausto, quand est-ce que tu as découvert Mad Movies ? Moi j'ai découvert Mad Movies. Alors c'était un titre que j'avais déjà repéré en kiosque parce que j'ai toujours beaucoup aimé la presse depuis tout temps. Les vrais premiers, les magazines que je crois que j'ai achetés en tout premier dans mon parcours de lecteur, c'était les magazines de jeux vidéo. Donc en fait, moi j'étais un gros lecteur de Console Plus notamment. J'ai pu croiser il n'y a pas si longtemps que ça, en fait il y a peut-être 2 ans, AHL, Alain Huyglacourt, qui était donc le rédacteur en chef de Console Plus. J'ai pu le croiser dans une émission télé, et en fait c'est marrant, c'est que c'est un peu le Jean-Pierre Puters de la presse jeux vidéo, et c'est vrai que j'ai été le voir un peu comme un lecteur de Mad aurait été voir Jean-Pierre Puters en lui disant ah formidable, j'ai tellement lu Console Plus, blablabla, etc. Puis en plus Console Plus avait un ton un peu Mad, il y avait leur Sandelving à eux, il s'appelait The Killer, qui était un pseudo utilisé pour démonter des jeux vidéo et faire une rubrique un petit peu comme ça acerbe. Sandelving étant rédacteur fantôme de Mad Movies qui s'insinuait dans les colonnes pour dire des saloperies. C'est ça. Et ma première découverte de Mad, en tout cas le premier numéro que j'ai acheté, c'était le numéro 91, septembre 94.
2014, et ça rejoint un autre de mes centres d'intérêt qui est le manga, parce que c'était la couverture Génération Manga, avec l'animé Tokyo Megalopolis en couverture. T'avais quel âge ? J'avais 11 ans. Et je sais exactement là où je l'ai acheté. Je l'ai acheté dans un kiosque à Journaux sur l'avenue Jean Médecin à Nice. Donc je me souviens, je passais, je regardais toutes les couves, et en fait il y avait ce Mad Movies là qui était avec les autres magazines de cinéma, avec ce visuel hyper agressif. Et je me souviens, au sommaire il y avait aussi Tetsuo de Shinya Tsukamoto. Il y avait Wolf, le pas bon Wolf, et je sais plus trop aussi ce qu'il y avait, mais en tout cas le dossier sur alors en plus, il faut savoir que Jean-Pierre Putters, il aimait pas du tout en fait l'animation japonaise. Enfin, il aimait pas, ça lui parlait pas, on va dire. Et il avait donc confié les clés de ce dossier Japanimation à Julien Carbon, qui était la plume vraiment cinéma asiatique, qui avait notamment collaboré au Cinéphage, qui a ensuite été scénariste. Avec Laurent Courtiot, qui sont partis au Japon pour travailler pour Choi-Ark et Jonito. Hong Kong, pardon, il pas travaillé avec Choi-Ark et Jonito. Et donc il avait signé ce dossier où dedans il y avait des images complètement hallucinantes, notamment de Urutsuki Doji. Je me souviens d'une légende qui parlait de foot fucking, je crois. Enfin, j'étais là, donc t'as 11 ans, qu'est-ce que c'est que ces trucs et tout, de quoi vous parlez. Et après, il y a des photos de Tetsuo. Il y a vraiment aussi, avec Mad Movies, au-delà des textes, parce qu'en fait, quand t'as 11 ans, c'est vrai que t'es bien incapable en fait de déceler, enfin de faire la différence entre un bon texte et un mauvais texte. Finalement, la plume d'un journaliste, d'un auteur, d'un rédacteur, tu l'identifies, tu regardes les signatures. À l'époque, je regardais pas trop les signatures encore, mais en fait, le premier choc, il est iconographique, quoi. Bien sûr. C'est ça que je disais tout à l'heure, quand tu lis dans le bus ou le métro, c'est c'est marrant des fois de voir la tête des gens, parce qu'il y a des choix d'images qui sont hyper osés, qui sont hyper cool, quoi. Donc, et moi, je me souviens, voilà, même à l'époque, il y avait les publicités de Axan Film, où il y avait les visuels des VHS de Necromantic, tout ça, etc. Il y avait aussi les publicités pour Uncut, voilà. Enfin, donc tous ces petits éditeurs indépendants qui avaient des visuels de VHS hyper agressifs comme ça, etc. En fait, ça faisait vraiment partie aussi de la découverte du magazine. Donc il y a eu un premier choc iconographique, et puis c'est vrai que moi, ayant toujours été intéressé par la culture populaire japonaise, c'est vrai que là, pour moi, et j'ai toujours aimé le cinéma d'horreur aussi, c'était un peu le numéro qui croisait les deux énergies, quoi. C'était une intersectionnalité à des univers. Voilà. Moi, c'était un tout petit peu avant toi, c'était le numéro 86 qui faisait suite à la sortie de Jurassic Park, mais c'était pas le numéro avec Dinosaure Jurassic Park en couve, c'était un numéro avec un dessin d'une affiche de Carnosaure, je crois, je sais plus quel Carnosaure. Et je commençais à étudier sur Paris, je sortais de ma petite banlieue, et donc j'avais 3 heures de transport en commun tous les jours. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais prendre un magazine. Je lisais déjà la presse ciné, mais je ne connaissais pas l'existence de Mad Movies. Je suis tombé sur cette couve. Je me suis dit, oui, complètement. Et je l'ai lu dans le train en allant à l'IUT. Et ça y est, c'était fini. Ma vie a changé ce jour-là. Vraiment littéralement. C'est-à-dire que je ne savais pas encore trop ce que je voulais faire de ma vie. Et puis là, je me suis dit, mon rêve, ce serait de bosser chez Mad Movies. T'avais quel âge ? Je devais avoir 16 ans à peu près, je crois. Et puis voilà, ça a changé ma vie. Donc merci Matt. Moi un peu pareil. Pareil, j'ai toujours dès assez jeune lu beaucoup de presse. Alors je me souviens au début c'était très BD, c'était Cho notamment, la bande à Titeuf et tout. Après c'est passé jeux vidéo. J'achetais tous les Xbox magazines officiels avec les CD de démos jouables et tout. Et très jeune, très vite, j'ai aimé le cinéma d'horreur. Et un jour, donc, pareil, je me souviens du kiosque, place de la République, Saint-Médard-en-Jalles. J'accompagne mon père qui va faire son tiercé, acheter des clopes. Et je tombe sur la couverture de Mad Movies, c'était le numéro 187, donc juin 2006. J'avais 14 ans, du coup. J'avais tout juste 14 ans. Et c'était La colline des yeux d'Aja en couverture, avec ce texte sauvage, sulfureux, sauvage, furieux, brutal, un monument du film d'horreur, La cognée des yeux, avec du coup l'actrice avec la main sur la bouche et ce regard rempli de terreur et le visage en sang. Avec le titre en diagonale. Avec le titre en diagonale et ce titre Mad Movies en rouge pétant. Et ça m'avait... Alors je connaissais pas le film, d'ailleurs le film n'était pas encore sorti, c'était une critique preview, quoi. Et ça m'avait attiré instantanément et j'ai dévoré le magazine, et après j'avais qu'une envie, c'était de voir ce film. Et à partir de ce numéro-là, j'ai acheté
Pardon. J'ai acheté. Il tapote avec beaucoup de passion la table en parlant. J'ai acheté tous les mois le numéro, le magazine, et dès le deuxième mois, c'était donc été 2006, The Devil's Reject de Rob Zombie en couverture. Couverture dépliable. Ouais, incroyable. Ouais. Et donc c'est devenu très vite 2 films que je mourais d'envie de voir, que je n'avais pas le droit de voir parce que j'avais 14 ans, donc je pouvais pas aller voir au cinéma. Ah oui, c'est vrai que les films étaient interdits au moins de 16 et les 2 films étaient interdits au moins de 16. Et donc je me souviens avoir tenté des entrées ciné que j'avais pas réussi, et du coup je les avais vus pirater sur internet. Pourquoi moi quand j'avais cet âge-là, tu pouvais déjà pirater, il y avait les DivX et tout. Ouais, c'était des screeners filmés dans les salles. Alors non, j'avais pas vu aussi dégueu quand même, mais j'avais vu, c'était sûrement pas très très propre, mais j'avais vu les 2 films à peu près à la même période, et c'est devenu 2 films ultra importants dans ma cinéphilie et pour moi, et que j'adore plus que tout, quoi. Mais je développerai après. Et puisqu'il faut le dire, moi, donc, ma découverte de Mad Movie, c'était rue Gambetta, HL, en Seine-et-Marne, la maison de la presse. Voilà. Et donc après, j'ai acheté tous les numéros, et ça a construit, ma cinéphilie s'est aussi construite autour de ça, et j'adorais revoir les noms de rédacteurs parce que je trouve que Mad Movies humanise beaucoup les rédacteurs. Il y a des débats qui sont retranscrits, tu vois, là, ce qu'on fait les bilans de l'année depuis quelques années, c'est cool, le côté débat avec les noms des rédacs, ce qu'ils disent quoi sur tel film en mode conversation, et vraiment au bout d'un moment tu commences à identifier les styles et les goûts de chacun, et tu te dis qui c'est qui a écrit le papier, là c'est machin, ok, trop cool, je sens que je vais être d'accord, ou alors ok, je vais peut-être pas être d'accord, et ça c'est hyper cool. Donc Poncé, Esposito, Delele, Duroche, tout ça, j'ai grandi avec ces noms-là, et ça a vraiment accompagné toute ma cinéphilie. Donc quand j'ai pu faire un stage là-bas en 2019, j'étais le plus heureux du monde, et c'était trop cool. Et c'était un très chouette stage durant lequel d'ailleurs il y a eu peut-être un des événements pas forcément les plus connus des lecteurs, parce que ça a peut-être pas eu le retentissement que nous on avait eu envie, mais en tout cas c'est un objet dont on est très fier. Il y a eu ce livre Hachette, oui c'est vrai, les 100 films de genre à redécouvrir. Tout à fait, 100 films de genre à redécouvrir, qui a été une belle aventure, et Aurélien, du coup on a créé ce bouquin pendant ton stage. Oui, je me souviens que j'avais réparti les textes entre les rédacteurs, j'étais un peu en mode qui veut faire quoi, quel texte, vérifier que dans la liste des 100 films, il n'y en avait pas qui avaient déjà été abordés dans d'autres hors-séries ou dans d'autres du même type, en mode il y avait eu un hors-série 300 films à voir avant de mourir. Ouais, c'est ça. Donc il fallait faire toutes ces vérifications. Il y en avait un que j'avais laissé passer d'ailleurs. Je me souviens qu'au dernier moment on était en mode panique, il faut changer ça. Mais ça avait été super. Et ça avait été un petit peu je trouve aussi un des signes un peu de la reconnaissance de l'importance et du travail de Mad Movies, puisque au-delà de cette passion finalement un peu de potes, c'est quand même un travail. Soutenir le cinéma de genre en France, ça a été un travail de longue haleine, parce que on est après on pourrait avoir un long débat là-dessus, mais la France est un pays ouvertement un peu terre à terre, en tout cas où l'imaginaire a toujours eu un peu plus de mal à percer que dans d'autres sociétés du monde, et même de l'Occident. Et alors bon, ça a une explication historique, religieuse, artistique, etc. Mais voilà. Puis un mépris pour les cultures populaires aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'une vraie envie de compartimenter culture noble, culture populaire, donc une difficulté en fait à bénéficier d'une reconnaissance quasiment institutionnelle, on va dire. Non pas qu'on l'espère, mais c'est vrai que ça peut toujours aider d'avoir un petit peu plus de soutien. C'est sûr. Et du coup, je trouvais que ce bouquin était quand même un petit peu, non pas un achèvement, parce qu'il y aura toujours des choses à faire, mais en tout cas un signe quand même que les choses avaient un peu évolué et que la place de Mad Movies était vraiment importante dans ce sujet-là. Et du coup, les évolutions, il y en a encore, puisque Mad Movies organise un nouvel événement dans son histoire, quelque chose qu'il n'a jamais fait jusqu'à maintenant. Et donc, ce sont les Mad Movies Awards. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? Oui, bien sûr. En fait, cette initiative, elle est vraiment comment dirais-je, c'est un événement qui est à l'initiative de Gérard Cohen, l'éditeur, qui en fait souhaitait asseoir comment dirais-je, l'image de la marque de manière un petit peu plus visible. C'est-à-dire que le magazine existe énormément en kiosque sous sa forme première, qui est le print, la version imprimée donc, puisqu'on sort 17 parutions par an.
Donc c'est énorme. Il n'y a aucun titre de presse aujourd'hui qui a une telle productivité. Mais paradoxalement, on souffre quand même d'une certaine carence de reconnaissance. C'est-à-dire qu'on est sur les réseaux sociaux, on l'a toujours été. Par ailleurs, Mad Movies a eu un forum très très puissant. On était le à un moment... deuxième forum de France de cinéma. À un moment. Ouais, après celui à Ciné. Donc on était quand même un gros forum. Forum assez controversé aussi, et parfois un forum que certains regrettent encore aujourd'hui par ailleurs. Forum sur lequel j'allais très très peu moi, parce que j'ai longtemps fréquenté aussi les forums de cinéma fantastique, mais moi le forum de match j'allais pas trop en fait, j'aime pas trop l'ambiance à vrai dire. Comme quoi et c'est vrai que il y a parfois et Laurent il l'a vu, et c'est peut-être même des conversations auxquelles tu as pu assister Aurélien, mais c'est vrai qu'il y a des fois où on se disait mais merde en fait on fait du bon boulot, on se fait chier, on pond des hors-séries, des analyses, on fait des interviews qu'on retrouve nulle part ailleurs, et en fait, on parle pas suffisamment de nous, quoi. Et pas plus tard que il y a 2 mois, quand on a sorti le numéro hommage à David Lynch, on s'est quand même emmerdé. C'est-à-dire que la majorité des magazines ou des journaux, en fait, se sont contentés de faire comment dirais-je des articles hommages rétrospectifs voilà la nécro dans sa forme la plus classique. Nous on s'est emmerdé, on a pris notre téléphone, on a appelé des gens, on a appelé Eli Ross qui nous a connecté avec Kyle MacLachlan, qui ensuite on a eu ensuite le contact de Barry Gifford, on a parlé à Peter Deming aussi, un de ses chefs-op, enfin on s'est vraiment emmerdé. Et déjà un petit peu au moment de la mort de William Friedkin, il y avait eu déjà un petit peu ça tout aussi, à fait, qui était en plus moi le dernier numéro sur lequel j'ai officié dans Mad Movies, donc un numéro très cher à moi. Et en fait c'était effectivement un hommage pareil sur William Friedkin. On avait essayé de convoquer plein de talents, c'était peut-être un petit peu plus simple parce qu'il y avait un peu plus de talents francophones, français en tout cas. Là on a vraiment essayé de viser des gens qui ont été ses collaborateurs, proches collaborateurs, des comédiens, Eli Ross parce que David Lynch a été son parrain de cinéma, et donc bref on propose ce type de travail, de réflexion, et on est toujours un peu frustré parce qu'on se dit mince en fait on n'est pas suffisamment relayé, on n'attend pas à ce qu'on nous tresse des couronnes de laurier chaque mois en disant vous êtes vraiment les meilleurs, c'est génial et tout, mais voilà, il y a quand même un petit peu cette espèce de on sent ce déficit, quoi. On est un peu et Gérard en avait un peu marre en fait, et c'est aussi par ailleurs des conversations qu'on a eues plusieurs fois pendant plusieurs années en disant mais c'est vrai que putain merde on se casse vraiment la tête parfois et on a l'impression qu'on n'est pas reconnu à notre juste valeur. Et il s'est dit tiens, est-ce que ce serait pas le moment de créer un événement qui sollicite le lectorat, le fasse participer directement et qui permette à la marque Mad Movies d'exister sous une autre forme un peu plus événementielle, sans aller en fait dans le registre du festival, parce qu'on a aussi été à l'initiative, à la co-création d'un festival de cinéma fantastique, le Paris International Fantastic Film Festival, voilà. Festival qu'on a co-créé avec Cyril Despontins, qu'il dirige maintenant seul. Donc il fallait trouver quelque chose, et Gérard a eu l'idée de ces awards qui sont ni plus ni moins en fait un vote de nos lecteurs concernant les films qu'ils ont pu voir l'année passée. On a établi 3 catégories. Au début, il y avait beaucoup de catégories comme ça qui étaient souhaitées par Gérard, et puis je lui ai dit écoute, en fait, il faut aller au plus simple. Et donc du coup, on s'est focalisé sur meilleur film, meilleur premier film et meilleurs effets spéciaux, afin d'être les plus lisibles possibles en fait, pour éviter d'avoir trop de catégories, trop de lauréats. L'idée, c'était d'ensuite projeter le film choisi par les lecteurs dans une grande salle de cinéma à Paris, en l'occurrence le Max Linder. Donc de faire quelque chose en fait où on se trouve tous ensemble, avec et autour d'un film qu'on aime tous profondément, qui sera présenté probablement par moi ou peut-être un invité surprise, je sais pas, on verra. En tout cas, l'équipe de maths sera présente. Et puis aussi d'avoir ces moments qui sont assez rares, c'est-à-dire les moments où on voit vraiment notre public, nos lecteurs, nos lectrices avec lesquels on peut échanger. C'est arrivé quelques fois qu'on puisse les rencontrer, notamment lors de dédicaces. Au PIF notamment. Au PIF notamment, ouais. Mais c'était finalement assez rare en vrai. Donc c'est ce qui est bien avec l'événementiel, c'est que en fait c'est vraiment ça te permet de rencontrer enfin les personnes pour qui tu travailles.
parce que moi j'estime non pas travailler pour Custom Publishing, même si dans les faits c'est ça, j'estime travailler en fait pour des lecteurs, des lectrices qui nous attendent de manière très fidèle chaque mois, et en fait voilà, ce qu'on fait c'est avant tout pour eux, donc les voir enfin, les rencontrer, pouvoir échanger avec eux, c'est toujours, je trouve, très stimulant, même si parfois c'est des échanges qui sont tout simplement cordiaux et voilà, et sympathiques, quoi, mais ça c'était je pense quelque chose de très important, c'est à la fois rencontrer notre lectorat enfin et encore, et aussi asseoir un petit peu plus l'image de la marque à travers un événement ponctuel dans lequel les gens pourraient peut-être identifier plus clairement ce qu'est MAD, ce que veut faire MAD et ce que défend MAD. Et donc là, celles et ceux qui nous écoutent peuvent aller voter dès aujourd'hui. Ouais. Sur les réseaux sociaux de Mad Movies, toutes les infos sont tout à fait. Il y a des liens et on peut voter. Et moi, j'ai voté. Très bien. Et moi, pas encore. Mais le vote est secret ou non, tu peux garder. Après, j'ai été corpo. J'ai voilà, voté Terrifier 3 en meilleur film. D'accord. Bon, après, si t'aimes sincèrement le film, il n'y a pas de problème. Moi, j'adore le film. Ton biceps en témoigne. Ouais, voilà. Alors, justement, attends, je finis mes votes. Excuse-moi. Oui, premier film, tiens. Attends, qu'est-ce que j'ai. Il y avait beaucoup moins de titres en meilleur premier film. Ah, j'ai oublié. C'est l'intérêt. La Malédiction, t'as pas voté. C'est ça, exactement. La Malédiction et effets spéciaux, The Substance. Très bien. Voilà. Et donc on précise, les Mad Movies Awards, première édition, ça se tiendra le lundi 31 mars à 19h15 au cinéma Max Linder Panorama, l'une des plus belles salles de Paris. Pas loin d'ici. Voilà, pas loin d'ici. Métro Grand Boulevard, lignes 8 et 9. Soyez nombreux au rendez-vous. Nous, on y sera en tout cas. Est-ce que le film qui est projeté est annoncé avant ou c'est la surprise sur la soirée ? C'est la surprise. Ok. Ouais. C'est le risque. Là, je sais à peu près vers quoi on se dirige, mais c'est plus serré. Ça devient de plus en plus serré, là. Ok. Ouais. Hâte de voir. Yes. Très bien. On va passer au choix des films. Voilà, à la suite. Donc, du coup, on s'est dit que ce qui pourrait être cool, ce serait qu'on choisisse chacun notre film fou préféré, celui qui incarne pour nous, en tout cas, le plus férocement, le plus peut-être de façon un peu biaisée, mais on s'en fiche, en tout cas, celui qui pour nous incarne l'esprit Mad Movies. Et donc, voilà, on a tous les trois choisi un film, et puis, comme d'habitude, notre dispositif technologique ultra sophistiqué à la pioche du petit papier dans le mug Shadows. Allez, Aurélien. Moi, non, vas-y. C'est moi, je pioche et on va voir qui commence. Il n'y a pas la musique comme dans Motus ? Alors. Et donc, qu'est-ce que c'est ça en fait ? Alors, il y a un prénom dessus. Aurélien. C'est limite écrit Aurélia, donc je sais pas, peut-être que je ne vais pas au courant. J'écris mal. Du coup, on va essayer de faire plutôt concis parce que le temps risque de nous manquer sinon. Mais écoute, on a encore une petite heure, je crois, devant nous, en tout cas, avant de devoir libérer Fausto. Donc ça va. On peut... Allez. Donc je l'ai évoqué tout à l'heure. Pour moi, un film qui encapsule vraiment ce qu'est Mad Movies. En tout cas, à mes yeux, moi, dans ma cinéphilie, c'est La colline des yeux d'Alexandre Aja. Parce que du coup, comme je disais, c'était la couverture du premier numéro que j'ai acheté, et ça a été surtout ma découverte d'un cinéma d'horreur plus adulte que ce que je connaissais, plus méchant, plus brutal, parce que voilà, parce que j'avais vu, bien sûr, j'aimais déjà les films d'horreur, mais voilà, c'était du moins de 12 ans, on était un peu début années 2000 dans cette vague un peu de remake américain des films japonais. Je me souviens avoir découvert The Grudge, j'imagine. The Grudge qui m'avait bien marqué. Et puis avant ça, c'était du Joe Dante, du Mr. Jack, voilà. Et puis aussi un petit peu de l'époque des néo-slashers. Ouais, un petit peu Scream et tout. En fait, c'est marrant. Je me permets juste d'intervenir très rapidement dans ce que tu dis, mais c'est intéressant parce que tu as commencé, en fait, tu as vraiment plongé dans le grand bain de l'horreur au moment où il y avait un vrai retour de l'horreur hardcore. Ouais, exactement. Où il y avait ce qu'on a appelé les fameux réalisateurs qui appartenaient au Splat Pack, donc les Greg McLean, les Eli Ross, voilà, effectivement. Il y avait eu les sauts aussi. En fait, là, tu t'es régalé. Parce que toute cette mouvance torture porn, et donc vraiment, c'est vrai que j'ai grandi avec, en tout cas, début d'adolescence, quoi. The Descent, un peu avant, je me souviens que j'avais enchaîné tout ça, donc c'était vraiment La colline des yeux, Devil's Reject, Wolf Creek. C'était tes années 70 à toi. C'était un peu comme quand les mecs découvraient Massacre à la tronçonneuse, Zombie, Phantom of the Paradise, enfin, tu vois. French Fire aussi, il y avait Logier, enfin bref, Martyr à l'intérieur, tout ça. Donc vraiment, j'en avais pris plein la gueule, et c'est là que j'ai embrassé à fond ce cinéma-là et que je me suis mis plus qu'à jurer par ça en fait. Et limite, j'avais une recherche du prochain truc qui allait me traumatiser, et il y avait ce côté vraiment, je voulais voir toujours plus, quoi. C'est un côté que tu as toujours d'ailleurs. Un côté un peu que j'ai toujours, c'est vrai. Mais du coup, pour remettre un peu de contexte, donc La colline des yeux d'Alexandre Aja, réalisé en 2006.
donc qui est un remake d'un film de Wes Craven sorti pour lui en 1977. Que t'as vu après, du coup? Que j'ai vu après, effectivement. Ouais. Et d'ailleurs, ça faisait longtemps que je l'avais pas revu. Donc là, j'ai revu les deux pour préparer le podcast. Donc j'ai très bien en tête La Colline des Yeux parce que c'est vraiment un film que je vois souvent. Mais l'original, je l'avais vu qu'une fois il y a longtemps et j'en avais un mauvais souvenir parce que forcément quand tu as vu le remake qui est très très réussi, ça peut après être un peu déceptif. Et en fait, en le revoyant aujourd'hui, je pense, avec un peu plus de background, de culture et aussi de connaissance de Wes Craven notamment, j'ai vraiment apprécié. Mais du coup, pour l'histoire, on suit donc une famille américaine qui part en road trip sur la route du Nouveau-Mexique pour rejoindre la Californie et qui va avoir un accident de voiture et qui va se retrouver piégé dans le désert du Nouveau-Mexique en proie à une famille de cannibales. Et donc on est dans un survival bien méchant. Le contexte du remake, c'est que Wes Craven à l'époque il a vu un peu, on était un peu dans cette vague de remake. Il y a vu le remake de Nispel de Massacre à la tronçonneuse et Amityville avant. Très bon remake, le Nispel. Ouais, plutôt, moi j'adore, j'adore ce film. T'aimes pas trop lent, toi? Il y a un ou deux trucs qui m'avaient saoulé dans le film. Revois-le, hein. Ouais. Parce que c'est quand même, c'est quand même quelque chose. Ouais, moi j'aime bien ce remake aussi. Et donc il se dit tiens, ça pourrait être cool de faire un remake de La Colline des Yeux. Et donc il repère avec sa productrice de longue date Marianne Maddalena ce duo de Frenchie Boy que sont Alexandre Aja et Grégory Levasseur qui venaient de faire Haute Tension. Et donc le film a beaucoup marqué Marianne et Wes Craven et ils se sont dit c'est peut-être les personnes qu'il nous faut pour ce remake de La Colline des Yeux. Et donc il y a une prise de contact qui se fait, qui se passe plutôt bien et donc c'est comme ça que Aja et Levasseur, donc Aja qui est le réalisateur et Grégory Levasseur qui est un peu son directeur artistique slash co-scénariste, je sais plus, mais et qui l'a accompagné beaucoup sur beaucoup de ses films. Réal de seconde équipe aussi parfois. Et réal tout court. Et réal tout court. Et donc c'est comme ça qu'ils en viennent à faire ce projet. Un truc que j'ai pas dit, c'est que à la base l'histoire, quand Wes Craven a réalisé le film, donc c'est son deuxième ou troisième long, je crois. En fait, il fait la dernière maison sur la gauche en 72. Et après, il a envie de s'éloigner du genre pour pas être trop catégorisé là-dedans. Il y arrive pas. On fait tous les mecs démarrer avec un film d'horreur qui a fait sensation. Il y a plusieurs projets à lui qui sont avortés et tout. Donc il se dit, ok, purée, je vais pas y arriver. La dernière maison sur la gauche, on a parlé de moi, ça a fait son petit choc. Je vais remettre la sauce. Et donc c'est là qu'il fait la Colline des Yeux. Et pour l'idée lui est venue d'une légende écossaise en fait, d'un clan c'est un peu une légende urbaine, on sait pas historiquement, on sait pas à 100% si c'est vrai ou pas, mais voilà un clan qui a priori capturait des touristes et des voyageurs pour les bouffer, et ce clan serait une espèce de grande famille consanguine, voilà. Dont s'est inspiré aussi Antonia Bird pour Vorace. Pour Vorace, exactement. Donc l'idée vient de là. Alexandre Aja, lui, il est assez libre sur l'écriture du scénar. Globalement, ça se dit que la collaboration entre Wes Craven et Aja s'est plutôt bien faite, même si Wes Craven a mis le haut là sur quelques trucs qui étaient selon lui un peu trop extrêmes dans le scénar, notamment il y avait une scène de mixage de chatons dans la caravane qu'il a dit non, on va pas faire ça, et ça a été remplacé par le mutant qui bouffe un oiseau. C'était pas un chaton qui mixait, c'était pas un chaton DJ, c'était un chaton dans un mixeur, quoi. Voilà. Exactement. Il en résulte quand même un remake assez fidèle, mais aussi assez différent. Fidèle dans le sens où Aja, il reprend vraiment la même trame principale. Il reprend même des dialogues entiers qui sont, pour avoir revu l'original juste après le remake, là, qui sont vraiment similaires, calqués, mais différents, parce qu'il va aller, je trouve, beaucoup plus loin, et il va aussi avoir envie de mettre une dimension assez politique dans son film, mais qui va jamais prendre le dessus sur la méchanceté et le côté viscéral et très premier degré du film, mais qui va être vraiment comme ça sous-jacent et très très intéressant, dans le sens où dans l'original c'était vraiment une famille de marginaux, de redneck un peu consanguins, un peu laissés pour compte, mais qui étaient en fait humains. Là on a affaire vraiment à des mutants, à des monstres en fait, mais qui sont le résultat d'essais nucléaires
qui ont été faits pendant la guerre froide. Et donc c'est là que le film dépeint vraiment, je trouve, une Amérique est assez critique envers l'Amérique et le rêve américain, et aussi les monstres que l'Amérique crée elle-même à travers avec justement ces gens qui sont laissés pour compte, qui sont victimes en fait de ces essais nucléaires qui ont été ordonnés par le gouvernement. Et donc ça c'était vraiment une nouvelle idée qu'il a apportée. Et donc on a cette confrontation entre, d'un côté, une famille assez typique classe moyenne américaine, qui a d'ailleurs des valeurs assez républicaines, hein. On nous dit bien que le père qui est joué par Ted Levin d'ailleurs, qui est vraiment excellent, c'est vraiment un ancien policier républicain, qui ne jure que par les armes, et la self-justice. Et du coup, de l'autre côté, on a les mutants, qui représentent un peu cette Amérique délaissée et trahie, et qui a vraiment été bouffée par son propre pays, et qui sont laissés complètement hors du rêve américain. En fait, ce qui est marrant, c'est que dans le film, tu as vraiment la tension entre les démocrates et les républicains, parce qu'il y a le héros qui est donc exactement, son j'allais en parler, Et à côté de ça, tu as les laissés pour compte de cet affrontement politique, qui sont un peu ce qu'on appelle les rednecks, quoi. Ouais, les white trash, voilà, vraiment, quoi. Et donc effectivement, le héros un peu du film, qui est joué par Aaron Stanford, alors c'est assez marrant parce que déjà il ressemble beaucoup à Alexandre Aja, je trouve. C'est le moins qu'on puisse dire. Et en plus, lui, c'est justement celui qui est un petit peu démocrate, qui veut pas toucher aux armes à feu et qui est un peu anti-violence. Et plus le film avance, plus dans son processus de vengeance, il va se transformer en fait en espèce de monstre meurtrier pour protéger sa famille. Un peu comme Dustin Hoffman dans Les Chiens de Paille. Exactement, d'ailleurs c'était la référence à ouais. l'écriture sur ce perso. Ouais. Et donc ça montre en fait que la violence, elle est inhérente au fonctionnement de la société américaine, et donc tout cet aspect-là du film est assez nouveau et assez, en tout cas beaucoup plus poussé que dans l'original. Et puis globalement, moi, ce qui m'avait marqué quand j'ai vu le film la première fois, et surtout à l'âge que j'avais, du coup je devais avoir 14 ou 15 ans, c'était sa brutalité, quoi. Franchement, je pense que j'avais turbo brutalité. Ah ouais, j'avais jamais vu un film aussi brutal, aussi méchant, et vraiment ce côté poussiéreux, ce côté sale, on se sent perdu dans le désert avec eux. Il y a la menace, je trouve qu'elle est très intelligemment installée, c'est-à-dire que le film met du temps à démarrer, mais ça fait monter la tension, et au bout de 3/4 d'heure, 50 minutes de film, il y a cette scène vraiment hyper importante de la caravane, de la prise d'assaut de la caravane, qui est traumatisante, et moi qui m'avait vraiment traumatisé à l'époque, où on découvre un peu qui est l'ennemi, jusque-là qui était plutôt Tapi, et on voit les personnages auxquels on a eu le temps de s'attacher, parce que je trouve qu'il y a une très belle écriture des personnages, une très belle dynamique dans la famille, qui se fait en fait qui se fait malmener. Je vais éviter de spoiler pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et donc voilà, je me souviens que cette scène à l'époque m'avait plus que tout marqué, et que globalement le film, dans son escalade de violence et dans son ambiance, et quand on découvre de plus en plus de lore autour de cette famille de mutants, quand vraiment à la fin on découvre toute la scène dans le village et tout, qui n'était pas du tout dans l'original, ça m'avait ça m'avait subjugué et marqué, et vraiment c'était c'était, je sais pas ce que vous mais du coup, ce que je suis curieux de savoir, c'est pourquoi c'est le film que tu as choisi, au-delà du fait qu'il est lié à ta découverte de Mad Movies, et aussi peut-être pourquoi est-ce que c'est le fait qu'il transgresse des barrières que tu n'avais pas l'habitude de voir, et que ça t'a ouvert un petit peu un nouveau degré de réaliser ce que le cinéma est capable de faire, de la façon dont on peut aimer un peu brutaliser, parce qu'on se sent quand même en sécurité, parce que ce n'est qu'un film. Je pense, parce que jusque-là, même s'il y avait des films qui m'avaient marqué, je pense que c'est des films qui rentraient plus dans un côté très produit, très dans un carcan assez défini. Donc le film de fantôme avec The Grudge, j'avais dû voir Silent Hill aussi avant, quand même, de Gans au cinéma, qui m'avait bien marqué. Mais voilà, il y a eu les Scream, il y a eu le slasher, plein de trucs que j'ai découvert avant. Et là, effectivement, je suis arrivé sur un objet qui était un peu moins identifiable pour moi, en tout cas à l'époque. Et en fait, ce qui a beaucoup joué aussi, c'est que j'ai fantasmé le film pendant je sais pas combien de temps, mais à partir du moment où j'ai eu le numéro de Mad Movies, où j'ai lu les interviews, la critique et tout, où je voyais les images dedans, j'ai beaucoup fantasmé le film, et ce côté interdit de j'ai pas le droit de le voir, mes parents voulaient pas spécialement que je le voie. Après, j'avais des parents plutôt cool là-dessus. Je me souviens, je sais pas si c'était avec ma mère ou ma tante, mais j'avais dû essayer de passer au ciné, et ça avait pas marché. Il y avait un des films à l'époque où ça avait marché, c'était Wolf Creek, où j'avais pu aller le voir au ciné, je me souviens. Donc ça, c'était bien cool. Mais effectivement, il y avait ce côté vraiment, du coup, attente de ouf du truc, et puis le côté ce côté en fait ça fait naître en moi une certaine fascination pour l'horreur humaine, dans le sens où
moi, ce qui me fait le plus peur, c'est ce que l'homme est capable de faire à l'homme. J'adore le fantastique, mais comme je crois pas aux fantômes et tout, il y a des films de fantômes qui peuvent me faire flipper, mais je vais assez vite les oublier après. Là, le côté, c'est des hommes, en fait. Oui, c'est l'ancrage des un peu humains. réaliste, Ouais, quoi. l'ancrage réaliste. Et vraiment, ça a fait naître cette fascination pour l'Amérique profonde, pour les rednecks que j'ai encore aujourd'hui. Après coup, j'ai découvert Massacre à la tronçonneuse, qui est devenu mon film préféré ever, qui a été lié aussi à ma découverte de Devil's Reject. Mais du coup, ça a fait naître cette passion, cette fascination que j'ai, en mode, qu'est-ce qui se passe quand on te laisse seul, on te laisse décrépir et on te laisse mariner dans une espèce d'indifférence, et comment cette indifférence, cette mise sur le côté, va ressurgir de façon ultra brutale et ultra violente entre des gens qui ont ce que toi tu n'as pas, c'est-à-dire de l'amour, une famille. Ça s'appelle les gilets jaunes. Donc voilà, et puis le côté très bourrin du film, en fait, vraiment les affrontements à la fin et tout. Enfin voilà, c'est vraiment la version maximaliste du Wes Craven, en fait, quoi. Ouais, d'autant que, du coup, pour l'avoir revu aussi pour la préparation de ce podcast, j'étais curieux de voir si l'impact du film avait pas vieilli, mais j'étais assez confiant parce que l'impact de Haute Tension n'a pas vieilli non plus, je trouve. Et Aja, on le sait et on l'a vu film après film, c'est vraiment pour moi un des tout meilleurs en matière d'efficacité filmique pure, de suspense, de montée de la tension. Sens du spectacle. Ouais. Non, vraiment, il l'a encore prouvé avec Crawl. Il est très très fort pour ça. Et le film n'a pas du tout vieilli à ce niveau-là. Moi, la seule déception que j'ai un petit peu sur le film, c'est la façon dont il fait monter en puissance la figure de Jupiter, le père de la famille, qui est invisible pendant quasiment tout le film, des références sont faites plusieurs fois. Et puis au moment où il arrive, je trouve que le personnage est un peu trop déconnecté du reste de la famille. En fait, il avait écrit la scène différemment à la base. On devait découvrir, parce que Jupiter, dans les mutants, c'est le seul qui n'a pas de déformation visible, quoi. C'est vraiment un mec, il fait un peu clodo et tout, mais il a un visage assez humain. Et du coup, à la base, une fois après l'explosion de la caravane, on devait voir son corps ramper en train de mourir. Et en fait, lui était mort, mais son frère jumeau attaché à son corps sous son manteau, une espèce de frère siamois dégueulasse, devait lui avoir survécu et donc ramper comme ça avec le corps, et on découvrait sa difformité là. Il n'y a pas eu le budget et le temps apparemment pour faire cette scène, ce qui est très dommage. Mais même sans cette scène là, ce que je trouve qui manque, c'est qu'on constate, si tu veux, moi j'imagine une construction pyramidale de cette famille avec du coup forcément celui qui trône en haut est vraiment censé être un peu l'incarnation ultime de l'horreur de cette famille, et tel que même avant même s'il y avait eu un reveal de sa déformité, même avant ça, la façon dont il arrive, il n'interagit jamais avec le reste de sa famille, etc. Donc voilà, il manquait un petit truc. Je pense qu'il aurait fallu une scène où d'une façon ou d'une autre, dans la construction scénaristique, on soit témoin de ce qu'est cette famille quand elle est rassemblée, et qu'on soit pas tout le temps uniquement presque du côté de la famille des gentils, entre guillemets. Voilà. Mais c'est la seule déception. Globalement, toute la partie avec Bobby et Brenda, donc le frère et la sœur, le jeune frère et la jeune sœur, après l'attaque de la caravane, elle est quand même moins intéressante que celle de Doug qui part en pèlerinage son enfant, dans le village, parce que là du coup tu découvres en fait toutes les monstruosités avec lui, et c'est assez fascinant. Là où quand tu restes à la caravane, tu y as déjà passé beaucoup de temps, et c'est un petit peu moins intéressant, même si je trouve que ça c'est pas non plus déplaisant, et ça casse pas non plus le rythme du film. Moi c'est un peu la seule réserve que j'ai du film, sinon je le trouve toujours aussi ultra efficace, ultra méchant. Ce qui m'avait marqué aussi, c'est qu'il y a des mises à mort de personnages qui sont vraiment, qui t'arrivent dans la gueule, ou des moments où tu t'y attends pas du tout, en fait. Tu dis ok, je vois les persos, je vois à peu près ceux qui vont survivre, en fait pas du tout. Et puis la violence de cette prise d'assaut qui leur arrive dans la gueule là, elle est très très malsaine, en fait, et elle est très marquante. Et puis la façon dont il joue du côté jouissif et libérateur de la violence dans le cadre de la vengeance, et moralement en plus te questionne sur beaucoup de choses. Et toute l'odyssée meurtrière de Doug à la fin, ça te dit que tu peux pas rester pacifiste, en fait, dans un pays comme l'Amérique. Tu te dis mais défonce-les de la façon la plus dégueulasse. Le film est plutôt de droite, permettez-moi de le dire, quand même, mais j'ai aucun problème avec ça. Mais self-justice, de toute façon. Oui. Et puis il y a aussi chez Aja une vraie fascination pour la violence. Et c'est un cinéaste qui est fasciné par la violence, comme d'autres d'ailleurs, comme peut l'être Greg McLean, Rob Zombie, mais c'est des gens qui aiment filmer la violence. Alors après, ils ne la filment pas de manière vide. Il y a vraiment quelque chose derrière leurs intentions quand ils chorégraphient, appelons-le comme ça, ce type de scène. Mais c'est quand même quelqu'un qui a cette fascination et qui aime montrer des actes de cruauté particulièrement corsés. Mais aussi parce que ces actes de cruauté, quand ils sont bien filmés, ils ont un intérêt purement cinématographique, de sensation. Moi, j'adore la violence au cinéma. Enfin, on parlait de Sam Peckinpah. Sam Peckinpah, c'est le cinéaste de la violence. C'est quelqu'un qui a poussé l'esthétisation
l'utilisation de la violence dans ses derniers retranchements et aujourd'hui les plus grandes séquences de l'histoire du cinéma dont on se souvient quand on évoque des cinéastes comme Peckinpah et d'autres, c'est les moments d'action, de violence qui émaillent leur film. Ouais. Ce qui est paradoxal d'ailleurs, et ce qui est fou, moi ce qui m'a toujours fait halluciner sur les intentions initiales de Peckinpah et ce qui en a résulté, c'est que globalement on peut dire que c'est lui qui a mis sur le devant de la scène l'utilisation du ralenti dans les scènes de violence, notamment avec le final de La Horde Sauvage. Et nous, on a après grandi avec toutes les déclinaisons de ça, que ce soit John Woo, que ce soit les Wachowski, etc. Et c'est aujourd'hui une vraie esthétisation de la violence, alors que dans l'intention de Peckinpah, c'était de la montrer dans ses moindres détails pour en montrer toute l'horreur. Donc en fait, il avait vraiment une envie discursive opposée à ce que finalement il a laissé comme trace et la façon dont ça a évolué dans le discours, enfin dans le style cinématographique mondial. Je trouve ça toujours assez amer comme pensée sur ce qu'il voulait faire et sur ce qu'il a finalement fini par faire. Mais et toi, du coup, toi, La Colline, je me rappelle. Moi, je l'ai pas revu pour l'occasion, mais j'adore le film. Hein. Vraiment, c'est un film que j'avais vu à l'époque en projection de presse au Planet Hollywood sur les Champs-Élysées, voilà, pour remettre un peu de contexte Mad Movies, et tout le monde était sorti littéralement en transe, quoi. Parce que c'était, on savait que Alexandre Aja était un cinéaste, mais quand même on l'attendait au tournant, parce qu'il y a quand même rien de plus casse-gueule qu'un remake, qui plus est un remake d'un classique. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, La Colline à des yeux de Wes Craven. Je préfère La Dernière Maison sur la gauche, c'est un film qui a eu un effet beaucoup plus... Qui a eu un plutôt bon remake aussi. Très bon remake, ouais, de Denis Iliadis, ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on remarque que les bons remakes sont quand même les remakes où on sent l'empreinte, la vision d'un metteur en scène. Oui, bien sûr. Donc finalement, peu importe comment dirais-je, le chemin emprunté par le cinéaste, tant qu'il respecte un tant soit peu l'univers, ce qui compte, c'est surtout ce qui va imprimer en fait au film. Et ce qui est bien en fait avec ce film-là, enfin ce qui est hyper louable, c'est que c'est à la fois du Craven, évidemment, mais c'est en même temps du pur Aja, quoi. Donc en fait, Craven a validé le film d'ailleurs, hein, l'a soutenu à la sortie. Et moi j'adore l'approche hyperbolique, c'est-à-dire que tout ce que Craven ne pouvait pas se permettre pour des raisons probablement budgétaires, philosophique, je sais pas, en disant budgétaire, j'ai la sensation que Aja, lui, se les ait autorisés et ça donne... je me souviens à l'époque, il y avait Julien Dupuis qui avait dit un truc assez drôle dans les avis chiffrés. Il avait dit que c'était, je crois, le Seigneur des Anneaux du Survival ou un truc comme ça. Et c'est vrai qu'il y a un peu de ça. C'est-à-dire que c'est un film qui, c'est un survival, donc avec un dispositif qui est plutôt réduit, quoi. Plutôt resserré, pardon. Mais il y a quelque chose d'épique en fait dans le film. Il y a une ampleur. Ouais, il y a une sorte d'ampleur, et que ce soit dans la mise en scène, comme dans les maquillages, justement comme dans le côté très maximal de la violence. Ouais, le transperçage de crâne au drapeau américain. Avec une musique ultra triomphaliste. Donc c'est assez juste en fait. Il y a une sorte de souffle qu'on ne retrouvait pas forcément dans le cinéma d'horreur à l'époque, qu'on a pu... tu parlais de Wolf Creek. Dans Wolf Creek, par exemple, c'est tout autre chose. On est sur un truc qui est beaucoup plus crapoteux, quoi. Ouais. On est sur du fait divers. Il y a quand même quelque chose de moins... Voilà, même si le film bénéficie des décors toujours majestueux de l'Australie, c'est côté plus sans espoir dans Wolf Creek. Voilà. C'est vrai que La Colline à des yeux, il y a ce Daja... Il y a un côté épique, Il y a un côté... je vais pas dire un souffle romanesque, mais il y a quand même une sorte d'ampleur qui était assez inédite, je trouve. Ouais. Et puis c'est un des rares remakes qui est à peu près unanimement considéré comme meilleur à l'original, quoi. Oui, je connais quand même quelques personnes qui campent sur leur position et qui sont très conservateurs, tu vois, genre sur le... Alors que bon, moi j'aime bien La Colline des yeux de Craven, évidemment, mais à choisir, je préfère quand même celui d'Aja, je dois dire. Ouais, moi aussi. Voilà. Le film a marché, il a fait 70 millions de dollars de recettes dans le monde, de dollars de recettes. Ah oui, le film a très bien marché. Pour 15 millions de budget, et ça a participé à continuer à cette vague un peu de remake de films cultes des années 70 et 80. Il y a eu Vendredi 13 après de Nispel aussi, que je trouve plutôt bon, moi. Mais faudrait que je le revoie parce que moi. Je l'avais pas aimé à l'époque, en le revoyant. Ouais, putain, parce que moi j'avais trouvé ça vraiment naze. Enfin bref, voilà. Bon, bref, mais voilà. Notamment la scène où Jason trouve son masque. Je me suis dit, mais c'est sérieux, vous êtes sérieux? Allez, deuxième papier, c'est pour moi. Fausto, c'est moi. Oui, alors j'ai choisi un film par ailleurs
assez récemment mis en ligne sur Shadows. J'ai pas fait exprès. Et un petit peu avant sorti chez le Chat qui fume. C'est ça, qui est un film japonais donc, qui s'appelle Evil Dead Trap, qui n'entretient aucun rapport avec Evil Dead de Sam Raimi. Ni avec Trap de M. Night Shyamalan. Voilà, exactement. Ni avec Tourist Trap de David Schmoller, donc on va aller loin comme ça. Non, c'est un film que j'ai découvert en vidéo, évidemment, en 2000, je crois, qui était sorti en DVD Zone 1. Et en fait, ce que j'adore dans ce film, c'est son esprit de syncrétisme, c'est-à-dire que ça mélange à la fois une imagerie totalement nord-américaine de splatter, slasher, pré-torture porn, à une imagerie gialesque ou post-gialesque. Le tout dans un contexte urbain, industriel japonais, c'est-à-dire grisâtre, labyrinthique, fantomatique par moments. Et cette espèce d'ultra-synthèse, en fait, c'est quelque chose qui m'a immédiatement touché, qui m'a fait m'intéresser à ce cinéaste, Toshihiro Ikeda, qui est un drôle de profil. Donc le film, je ne sais pas si je l'ai dit, est inédit en salle en France évidemment, est sorti au Japon en 88. Ce cinéaste a commencé sa carrière de manière très classique comme beaucoup de cinéastes japonais, c'est-à-dire qu'il a gravi les échelons. C'était un système au Japon. C'était très vertical. Voilà, très vertical, où en fait on commençait troisième assistant, deuxième assistant, premier assistant. Voilà, lui, il a fait ses classes notamment avec Masaru Konuma sur des films comme Une femme à sacrifier, Flower and Snake, enfin voilà, des romans porno particulièrement corsés, puisque Masaru Konuma c'était le spécialiste des romans porno SM. Il entre à la Nikatsu, il commence, je ne veux pas dire de bêtises, hein, j'ai plus toutes les dates en tête, mais je crois en 80, avec un film qui s'appelle Sukeban Mafia, donc un film de Sukeban, donc de délinquante juvénile. Et puis je crois qu'il fait 4 films comme ça pour la Nikatsu, dont un de la saga Angel Guts, qui est une saga de romans porno très très corsée aussi. Je crois que d'ailleurs il y en a qui sortent chez le Chat qui fume bientôt. Je me demande s'il n'en a pas annoncé des Angel Guts. Je crois récemment. Alors je revérifierai. Ouais, à vérifier. Toujours est-il qu'il réalise un segment qui s'appelle Angel Guts Red Porno, qui est particulièrement beau, je trouve, d'un point de vue formel. Et puis ensuite, il quitte la Nikatsu et il rejoint une structure qu'il a en partie cofondée, qui s'appelle la Directors Company, voilà, qui a été fondée avec plusieurs autres cinéastes japonais, dont Banmei Takahashi, Hasegawa aussi, le réalisateur j'ai un trou de mémoire, ça va revenir. The Man Who Stole the Sun, en plus c'est un de mes films préférés. Je pensais que tu allais choisir celui-là d'ailleurs. En fait je voulais quand même un film que les gens puissent voir, parce que c'est vrai que The Man Who Stole the Sun, c'est un film qu'on peut pas voir. Enfin en tout cas il y a un DVD japonais et c'est à peu près tout. Et bref, donc, et pour la Directors Company, il réalise un film qui est sorti récemment d'ailleurs chez Carlotta, qui s'appelle La Vengeance d'une sirène, qui est un film vraiment extraordinaire. Qui sera peut-être sur Shadows, je ne sais pas, à voir. En tout cas c'est un pur film de genre, et puis je ne veux pas égrener toute sa carrière, mais voilà, les années passent, et en 88 il réalise enfin Evil Dead Trap, qui est considéré comme étant le premier splatter movie japonais. Parce que le cinéma d'horreur américain a eu un impact commercial très fort au Japon, et voilà, européen aussi d'ailleurs, parce que européen, oui, Giallo et Argento. Avant il y a eu effectivement le succès des films de Dario Argento, le succès des Mondo aussi, qui cartonnaient au Japon. Et au Japon avant il n'y avait pas eu les Guinea Pig? Non, c'était bien après. C'était après. Ouais. Okay. C'était bien après, et effectivement les films d'Argento cartonnaient, les films de Fulci, les films de cannibales italiens effectivement étaient des succès au box-office. Cannibal Holocaust, c'est un film culte au Japon bien évidemment, comme d'autres films de Ruggero Deodato. Donc il y avait ce terreau là, et puis ensuite les slashers en fait ont très bien fonctionné au Japon aussi. Et puis l'un des automatismes, si je puis dire, industriels, c'est de dupliquer, de remodeler des succès pour surfer sur une vague, et puis essayer de produire à son tour quelque chose que le public veut voir. Donc très naturellement, ils se sont engouffrés dans cette brèche, et Evil Dead Trap est considéré comme étant le
premier splatter, c'est-à-dire un film dont les effets reposent essentiellement sur ce déploiement de scènes horrifiques et de meurtres chorégraphiés. Un mot peut-être sur le scénariste, parce qu'il a vraiment son importance. Oui, c'est vrai que le scénariste, c'est aussi quelqu'un que j'aime beaucoup, Takashi Ishii. T'as interviewé ? Non, j'ai jamais interviewé. J'ai toujours cherché à coincer ce gars très compliqué, en fait, qui... Mais dans un tome, il y a eu un dossier sur lui. Non. Il n'y avait pas eu quelque chose sur lui ? Non, malheureusement, j'ai jamais pu le rencontrer. C'est quelqu'un qui menait une double carrière, effectivement, de cinéaste mangaka. Donc c'était quelqu'un qui réalisait des films. Le plus célèbre, c'est Gonin. C'est le film qu'il a réalisé avec Takeshi Kitano. Une sorte de film de mafia complètement splinesque, hyper esthétisant, qui a un petit peu propulsé, même complètement, je dirais, Ishii sur le devant de la scène internationale, même si voilà, c'est pas le cinéaste japonais le plus connu parce que ses films sont jamais sortis en salle, en tout cas en France. Lui, effectivement, est un nom très important dans le cinéma populaire japonais. Il a adapté ses propres mangas. D'autres cinéastes ont adapté certains de ses mangas. Il était aussi scénariste, notamment sur Evil Dead Trap. C'était quand même quelqu'un qui était comme ça multicarte. Et dont le style, je pense, peut se définir par cette espèce de mélancolie hyper profonde, mélangée à un goût évident pour la violence, le sadisme, le masochisme. Donc en fait, il y a tout ça dans son univers. C'était quelqu'un, je pense, de très noir en tout cas, et même dans un film comme Evil Dead Trap, qui est un film très généreux dans ses effets, qui est quand même assez dynamique dans sa narration, il y a une sorte de tristesse en fait, une sorte de truc comme ça un peu poisseux, un peu splinesque, qui ne relève pas simplement de l'étrangeté ou d'un côté un peu dérangeant, quoi, mais qui est, je sais pas, beaucoup plus psychanalytique peut-être. Et c'est ce qui est intéressant chez lui, c'est ce qui fait que Evil Dead Trap en fait n'est pas un film d'horreur lambda tel que son titre pourrait le laisser entendre en fait. Titre international d'ailleurs qui a été, je pense, choisi pour surfer sur le. Oui, complètement comme ça. La grande spécialité, c'est ça au Japon, c'est effectivement de surfer, enfin de retitrer les films pour surfer sur un grand succès populaire. C'est parfois reprendre le même titre avec une fausse suite. C'est le cas d'Evil Dead Trap. Evil Dead Trap, en fait, il y en a 3. Ouais. Vous proposez les 2. Ouais. Donc le deuxième, qui s'appelle Hideki, qui est réalisé par Izo Hashimoto, qui est un film excellent. Excellent. J'en ai parlé dans le dernier. Complètement décrié, mais qui est quand même un truc. Qu'est-ce que c'est que cet objet, quoi ? C'est clair. Avec, je sais toujours pas si c'est un film anti-avortement ou pas. Je n'arrive pas à le savoir. Film très curieux, avec ce personnage, projectionniste, tueuse en série. C'est ça. Qui va finir par tomber qui est un peu trop ronde, qui est pas forcément forcément bien dans son corps. Enfin, il y a tout un truc. Et puis, il y a un discours sur le cinéma aussi. Enfin, c'est un film assez plein et d'une beauté assez fascinant. Esthétique incroyable. Complètement. Et très très différent du premier Evil Dead Trap. Et il y a une espèce de lien un peu philosophique sur la nature d'un des personnages, qui n'a pas de logique. Il y a un côté un peu what the fuck à la fin aussi qu'on retrouve dans le premier Evil Dead Trap. Et contrairement au 3, c'était pas un film sur lequel ils ont apposé le titre Evil Dead Trap 2 pour faire en mode c'est la suite d'Evil Dead Trap. Tu vois, le 3 c'était ça, non ? Le 3 c'était pas du tout prévu comme une suite. Ils ont changé le titre du film Evil Dead Trap 3 pour. Le 3 qui est aussi réalisé par Toshiro Ikeda, qui s'appelle Broken Love, qui n'a absolument rien à voir avec Evil Dead Trap en fait, mais c'est juste une façon de réutiliser le nom d'une franchise parce qu'elle a un peu de notoriété, quoi. Voilà, il y a aussi ça récemment, je sais pas si vous avez vu. Un diptyque qui s'appelle Door, donc la porte. Et aussi Shaki Film, je crois. Non, Carlotta. Ah, Carlotta. Ok. Et là aussi, pareil, c'est des films qui ont été produits par la fameuse Directors Company, donc qui était une compagnie de production créée par des metteurs en scène pour les metteurs en scène, c'est-à-dire on essaye de s'émanciper du système des studios pour faire des films hyper libres dont on maîtriserait pour des coûts assez moindres, mais dont on maîtriserait littéralement tous les je ne trouve plus mes mots, tous les tenants et aboutissants, voilà, et il y aurait absolument aucune ingérence d'un producteur qui viendrait nous dire quoi filmer, quoi faire, quoi réécrire. Et en fait, les deux d'or aussi, c'est pareil. Le deuxième n'entretient aucun rapport avec le premier. J'ai très envie. Les films sont le premier est incroyable et le 2, un peu à la manière d'Evil Dead Trap 2 en fait, partage plus un lien philosophique avec le premier qu'une véritable continuité narrative, mais est tout à fait excellent. Il va falloir que je les vois parce qu'ils vont arriver sur Shadows.
Ah, c'est super, vraiment. Pour moi, ça a été ma découverte de l'année dernière, parce qu'en plus, ces films-là étaient pendant des années invisibles, on ne les trouvait pas. Et ça a été une belle aubaine que de les découvrir enfin grâce à Carlotta. Ouais. Evil Dead Trap, Aurélien. Moi j'aime beaucoup, en plus j'ai eu la chance de le revoir là à Gérardmer, on a fait une projo tout à fait, à Gérardmer. Et donc sur grand écran, et c'était super. Alors en plus c'était la salle, je sais plus comment ça s'appelle, la pire salle de Gérardmer où t'es sur des chaises en plastique et tout. Et en fait ça a fait un... Là je vois la petite à côté du supermarché là. Ouais, c'est pas le Paradiso, si c'est ça. Si c'est ça, c'est Paradiso. ça, ouais. Et du coup, en fait, alors au début un peu en mode c'est chiant, ils nous ont mis dans cette salle et tout. Et en fait, ça a fait un côté très grindhouse, rigolo, je trouve, un peu salle des fêtes en mode vas-y, on se mate ce film-là. Et tu sentais qu'il y avait plein de gens qui l'avaient pas vu dans la salle et qui étaient un peu du coup déstabilisés et tout, mais il y avait une bonne ambiance, c'était très marrant. Et oui, moi j'adore le côté baroque du film, mélange un peu slasher giallo, presque proto torture porn avant l'heure. Tu sens que James Wan effectivement a piqué des trucs pour Saw, pour Malignante. Pour Malignante, il a piqué exactement le twist, quoi. Mais c'est ouf. Moi j'ai vu Malignante vraiment, avant. Evil Dead Trap, j'ai vu quand Carlotta, quand le chat qui fume pardon a fait le Blu-ray, c'est comme ça que j'ai découvert les deux Evil Dead Trap, je les avais jamais vus et quand j'ai vu j'étais en mode putain mais c'est ouf, c'est Malignante quoi. Et donc ouais non c'est très très cool. Je trouve le film un peu trop long, je trouve qu'il y a un peu un ventre mou, mais ça participe à ce côté un peu baroque, un peu dédale, un peu urbex par moment. Voilà c'est ça, tu sais pas, t'as l'impression que les décors changent au fur et à mesure que les persos avancent dedans, et puis tu sais pas trop comment interpréter ce personnage du mec en costard qui débarque de nulle part, et bon à la fin tu comprends, mais voilà c'est assez énigmatique. Et ouais non c'est un film qui est à la fois très brutal et choquant par moments, et à la fois très poétique et lent et baroque et stylisé, et c'est très curieux, mais c'est très très bien. J'adore le 2 aussi, que j'ai pas revu par contre, mais Moi j'ai pas grand chose à ajouter parce que je suis d'accord absolument avec tout ce que vous avez dit. C'est un film, à chaque fois que je le vois, il y a des trucs de mise en scène qui me décrochent la mâchoire. Notamment la scène dans le couloir avec ces espèces de travelling qui se suivent mais chacun dans des axes différents, ultra rapides et tout. Je me dis mais c'est d'une inventivité la musique folle. est ouf aussi, on dirait les gobelins. Et les pièges, enfin le tout premier piège il est incroyable. Et ça m'a vraiment fait penser au Sam Raimi des débuts aussi, c'est-à-dire on a des personnages, on a un lieu, on peut y faire un peu ce qu'on veut parce que personne ne vient nous faire chier, on a une caméra, il y a même quelques plans à ras du sol qui complètement avancent, et tu sens là aussi l'influence de Rémi, mais en tout cas c'est surtout cette énergie là que j'adore, qui est du do it yourself mais maîtrisé. C'était pas du do it yourself avec un rendu on sent l'intention mais c'est quand même pas ouf, c'est ultra maîtrisé et c'est d'une beauté, et ça allie frénétique par moments, poétique pendant d'autres, ça sait ralentir le tempo pour mieux te choper avec une fin complètement what the fuck qui fait partir le film dans quelque chose de complètement différent, et où c'est la rencontre du giallo, du slasher, du what the fuck typiquement nippon, qui vient aussi de c'est vraiment un point de convergence de plusieurs cultures et qui aboutit à un objet horrifique total qui est absolument, dont je me lasserai jamais je pense, et que j'ai découvert, mais je crois grâce à toi, parce que tu m'avais dit que c'était vraiment un de tes films préférés, j'avais jamais vu, ça m'avait poussé à m'y intéresser. Quand je l'avais vu, j'ai pris une claque, et de le revoir, je me suis repris une claque. Voilà. Il reste plus que moi, donc je vais pas tirer le petit papier, hein. Moi j'ai choisi Santa Sangre d'Alejandro Jodorowsky, évidemment, film de 1989, dont notamment Fausto un jour m'avait offert le Blu-ray à mon anniversaire. Merci. J'ai oublié. Pourquoi j'ai choisi ce film? Parce que je crois qu'il faut qu'on te libère pas trop longtemps, Fausto, donc je vais pas m'éterniser. Tu vois, j'avais raison. Voilà, tout à fait. Il a trop de trucs à dire, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise. Donc je vais pas revenir complètement sur la synthèse du film. Ce qui est juste intéressant quand même de dire, c'est que le film arrive à un moment de la période de la carrière de Jodorowsky où il croit plus du tout à sa carrière de cinéaste. Il a essayé de monter Dune de la façon dont tout le monde sait maintenant grâce au documentaire. Finalement il n'a pas réussi, et il fera un autre film qui s'appelle Tusk, qui sera une espèce de tentative un petit peu de film pour enfants, plus grand public, et qui ne maîtrisera pas du tout. Il va avoir des problèmes avec le producteur, qui va se barrer avec la caisse, et il réussira jamais à faire le film tel qu'il l'entendait. Le film va se planter, et là il dira j'arrête le ciné, c'est plus pour moi, c'est un art qui est trop qui nécessite trop d'autres mannes financières pour que je puisse y mettre ce que j'ai vraiment envie d'y mettre, et il va plutôt devenir donc scénariste de bande dessinée avec le succès qu'on connaît. Mais entre temps il y a un scénariste italien qui s'appelle Roberto Leoni qui a une idée de scénario de film d'horreur, et qui en parle avec Claudio Argento, qui serait globalement de faire un giallo avec le thème du dédoublement de la personnalité. Cette idée de film lui vient parce qu'il a travaillé en tant que libraire dans un asile psychiatrique, et il travaillait notamment avec un des patients qui parlait 4 langues
et qu'il aidait beaucoup pour trier les livres, etc. Et il raconte qu'un jour, en bossant avec ce patient n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil au-dessus de son épaule et de dire tais-toi, mais en parlant visiblement à personne. Et au bout d'un moment, il lui a demandé mais qu'est-ce qui se passe? Il lui dit en fait, il y a une voix dans ma tête qui me dit qu'il faut que je te tue, mais comme je t'aime bien, t'inquiète pas, tu crains rien. Voilà. Et donc ça l'a complètement marqué, il a tiré un scénario de ça. Et Claudio Argento se met en recherche d'un cinéaste et pense à Jodorowsky et va le voir et lui propose le film, et Jodorowsky est séduit par l'idée, notamment parce que il adore Psychose de Alfred Hitchcock, et puis qu'il voit la façon dont lui pourrait modeler un petit peu l'histoire pour y mettre ses propres obsessions, et donc il va réécrire le scénario avec Roberto Leoni, et donc ça va donner Santa Sangre, qui raconte donc l'histoire de Phoenix, le fils d'un propriétaire de cirque. Le film commence quand Phoenix est encore jeune, il est le fils de ce propriétaire de cirque qui est situé au Mexique, et le propriétaire est un américain alcoolo, queutard, absolument dégueulasse. Sa maman, elle est une femme mexicaine très pieuse qui est le leader d'un culte voué à leur propre déesse, qui est une jeune fille victime d'un viol et dont les bras ont été coupés à l'issue de ce viol. Et un jour, Phoenix, encore tout jeune, est témoin du moment où son père va tromper sa mère avec la femme tatouée contorsionniste qui travaille dans le cirque. Sa mère va découvrir ça, va balancer un seau d'acide sur les parties génitales de son papa. Son papa, pour se venger, va prendre les couteaux qu'il utilise pour son numéro de lanceur de couteau, couper les bras de sa maman. Tout le monde va mourir et Phoenix va être interné. Et des années plus tard, Phoenix, devenu adulte, toujours interné, va lors d'une sortie de lui et des patients qui sont emmenés voir un film au cinéma, va croiser cette femme tatouée. Et d'un coup, la voix de sa mère va lui enjoindre de s'échapper de l'hôpital psychiatrique. Et dans le même temps, la femme tatouée se fait tuer par un mystérieux assaillant dont on ne voit pas le visage. Et à partir de là, je ne vais pas vous raconter la suite. Pourquoi j'adore ce film et pourquoi c'est mon film fou? En fait, moi, j'adore le cinéma de genre dans tout son spectre. C'est-à-dire que je suis autant client d'un slasher programmatique, bas du front, gore, bien mené, que d'un film, que d'un Lynch, que d'un Shane Carruth, que d'un truc qui va m'emmener dans des univers et dans des réflexions qui vont me mettre à contribution, qui vont me dire mais réfléchis à ce qu'on te montre parce que tout ne t'est pas donné, il faut se prendre la tête, etc. Voilà, j'aime tout ça. Et ce que j'adore dans Santa Sangre, je trouve que c'est vraiment un film qui est au centre, au carrefour de tout ça. C'est-à-dire que c'est un film d'horreur, c'est un giallo, c'est un film de tueur en série, avec des excès graphiques, etc. Et c'est en même temps un film de Jodorowsky qui en profite pour parler de lui-même, qui, comme d'habitude, mêle sa famille et sa propre histoire au film. Il faut savoir que Phoenix jeune est joué par son plus jeune fils, Phoenix plus vieux est joué par son fils aîné, et que le film raconte en même temps la façon dont les parents sont toujours l'ombre qui manipule les enfants. Donc il fait lui-même un discours sur la propre ascendance qu'il a sur sa descendance. Et c'est aussi un film, il en profite, il y a une scène incroyable qui est une des scènes les plus folles qu'il ait filmé, peut-être la scène la plus fun, c'est celle de l'enterrement de l'éléphant, qui est absolument dingue. Et quand on se rappelle que son film précédent était un film qui racontait l'amitié entre une petite fille et un éléphant, et que ce film, il en a été dépossédé et qui met donc en scène une scène incroyable où un éléphant meurt, est enterré, puis redévoré par d'autres personnes, on a l'impression qu'il met en scène symboliquement la mort de ce film maudit pour renaître lui-même en tant que cinéaste. Et en même temps, le personnage du film s'appelle Phoenix, est un personnage qui c'est le cycle de la Renaissance, qui renaît quand il arrive à se débarrasser de l'influence de sa mère. Bref, c'est un film total qui est aussi un point de vue politique, parce que le film parle aussi via le côté américain du cirque, de l'influence néfaste de l'Amérique sur les pays d'Amérique latine. Voilà. Et puis c'est un film qui a aussi une âme profondément latine, d'Amérique latine, avec la façon de la spiritualité, la façon les rapports qu'on entretient avec la mort, etc. Enfin bref, voilà, je trouve que c'est un film qui est à la fois qui te donne ce que tu viens chercher, qui t'emmène très vite et tout le temps dans d'autres choses complètement folles, où on y croise des références à Santo le lutteur, qui là devient Santa la lutteuse, aux Enfants du Paradis, voilà, à Psychose, bref. Et voilà, pour moi c'est un film total, complètement dingue, qui me transporte complètement dans un monde à la fois qui n'existe pas et à la fois dont on comprend tous les référents. Donc c'est un film fou, voilà, et je pense que c'est mon film. Bah, tu en as très bien parlé. Oui. Ouais. C'est un film d'une richesse vertigineuse en tout cas, ouais, carrément. Et c'est le meilleur film de Jodo pour moi. Pour moi aussi, ouais. Vraiment, C'est celui où je trouve qu'il a été le plus au centre d'une inspiration de cinéma populaire, tout en ayant la liberté totale d'y mettre ce qu'il avait envie. Et El Topo est un film assez dingue, qui reste un western complètement malade, avec des figures de western, mais qui est un film qui est quand même plus rugueux, plus difficile d'accès. Tandis que dans Santa Sangre, il se passe toujours des choses, et surtout il y a un amour des personnages.
on est moins externe à. Oui, en fait, tu t'accroches à une histoire et des personnages, contrairement à La Montagne Sacrée qui est tellement opaque, qui est fascinant. Hein. Moi, c'est le premier Jodo que j'ai vu. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Bonjour. Mais voilà. Mais là, je trouve que on a des vrais persos à qui s'attacher. On a des émotions. On a une histoire quoi qui est racontée de A à Z et qui est en plus assez imprévisible et assez passionnante. Moi je l'ai vu grâce à toi, du coup il y a une passation mais enfin non ouais. mais moi j'ai offert le Blu-ray mais il avait déjà vu le film avant. Non. Mais parce que du coup justement pendant mon stage de maths, tu me disais que c'était un de tes films préférés et j'avais jamais vu. Moi j'avais vu El Topo et La Montagne Sacrée et du coup j'ai regardé et effectivement j'avais adoré quoi. Puis c'est son film qui vieillit le mieux, je trouve, dans le sens où El Topo et La Montagne Sacrée, qui sont des films que j'aime beaucoup, sont quand même, je trouve, un peu 70. Ouais, pour moi, ce sont un peu les clichés du cinéma psychotronique des années 70, avec ce que ça comporte de qualité et aussi de défauts. Et parmi les défauts, c'est, on va dire, ils sont les témoins de leur temps, mais ce temps-là, en fait, quand on le regarde aujourd'hui, c'est quand même, je trouve, un petit peu moins excitant. Enfin, il y a d'autres films des années 70 qui ont infiniment mieux vieilli. Moi, c'est mon cinéma préféré, c'est vraiment le cinéma des années 70, mais Santa Sangre, je trouve que c'est un film qui arrive encore à rester hyper contemporain, tout en disant quelque chose sur le Jodorowsky de cette époque-là. Tu parlais de l'aspect symboliste, mais aussi un peu du côté métacommentaire du film, quoi. Et c'est ce qui rend le film d'une richesse absolue. Et c'est marrant parce que c'est pas non plus le film que les fans de Jodo citent en premier, et même les fans de cinéma de genre, de manière générale, ou de cinéma d'horreur, alors que le film est quand même hyper généreux. C'est-à-dire que même si on veut, par exemple, un pur film d'horreur et qu'on veut s'amuser devant un spectacle, j'ai envie de dire bassement horrifique, Santa Sangre, c'est un freak show, c'est un film de serial killer, c'est un giallo, c'est un slasher. Protéiforme, un peu comme Evil Dead Trap. Clairement. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour du film, parce que le temps nous manque un petit peu, parce que on aimerait parler très longtemps ciné avec toi, Fausto, et je pense qu'on le refera. En tout cas, nous, ça serait avec plaisir. Mais on va te libérer parce que je sais que tu as des obligations. On va donc juste rappeler que les Mad Movies Awards, si vous n'avez pas bien entendu tout à l'heure, c'est donc le lundi 31 mars au cinéma Max Linder à partir de 19h15. Il faut réserver les places, bien sûr. Il faut voter, bien sûr, si vous voulez voir le film pour lequel vous allez voter et pas voir le film que vous aimiez pas dans la liste. Normalement, la shortlist est quand même constituée de films de qualité, donc il y a peu de chances pour que vous assistiez à la projection d'une bouse, mais oui. Voilà. Donc, on est très content. En tout cas, on y sera. On est très content que cet événement ait lieu. Et puis, on te réinvitera parce que voilà. On parlera de Blue Holocaust de Joe D'Amato. Oui, voilà, parce que d'habitude on fait le Reco Shadows en fin d'émission. Là, finalement, on a été très bavard. En plus, j'ai vu que vous avez mis des films de Kawajiri là. En plus, c'était Marocco. Bien, Wicked City, tout ça, Wicked etc. City, c'était Marocco. Donc voilà. Mais donc, on fera. D'ailleurs, on avait depuis longtemps, j'avais envie de faire un podcast sur les ponts entre le manga et l'horreur. Donc voilà, je pense. Je sais pas qui on peut inviter pour ça. Je sais pas du tout. Et puis j'ai peut-être un autre nom aussi, mais voilà. Oui, moi non plus. Voilà. Donc quoi qu'il arrive, tu seras de nouveau présent derrière ce micro. Merci beaucoup Fausto de ta venue. Avec plaisir les gars. Merci. Et toujours cool de discuter avec vous. Ouais, et pareillement. Et puis nous on se retrouve très bientôt. Ouais, bisous. Bisous, ciao.